Après des débuts prometteurs en karting et en Formule 2000, gravir les échelons 1 à 1 n'a pas toujours été facile pour Patrick Carpentier. En 93, il ne participe qu'à une course de la série Toyota Atlantique, faute de commanditaire. Depuis, il ne cesse de progresser. L'an dernier, il rafle le championnat Toyota Atlantique au terme d'une saison de rêve qui lui permet de passer à l'histoire. 96 nous avait fait vivre les tout débuts électrisants du pilote canadien Greg Moore sur le circuit IndyCar. Au tour de Patrick de suivre ses traces aujourd'hui au volant d'une Formule Indy. Le réseau des sports vous présente la première de 17 épreuves, le Grand Prix de Miami en direct de Homestead en Floride. La Formule Indy Molson X 1997, une présentation de Molson X, jeune depuis 1903. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Ici Pierre Houde en compagnie de Bertrand Houle. Vous apercevez le circuit ovale de Homestead en Floride, où se tiendra aujourd'hui la première épreuve de cette saison 1997 de la série Kart, nouvelle appellation. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve mon collègue de sport automobile à RDS, Bertrand Houle. Bonjour Bertrand. Bonjour, début de saison qu'on attendait avec impatience, non seulement pour les amateurs de sport automobile, mais pour ceux qui avaient hâte de voir également les débuts de Patrick Carpentier. Donc c'est une saison qui s'amorce à RDS où nous vous présenterons les 17 épreuves de ce calendrier 1997. Là-dessus, nous avons notre collègue Didier Scradden qui justement est tout près de la voiture de Patrick Carpentier. Bonjour Didier, et quels sont les états d'âme de Patrick? Bonjour messieurs, il semble un petit peu nerveux, mais chose est certaine, on avait tenté d'établir une conversation avec lui avant qu'on lance les moteurs dans quelques minutes seulement. Il avait accepté de le faire bien gentiment avec bien sûr l'accord de Tony Bettenhausen. Un de ses ingénieurs, Tom Brown, a préféré pour cette toute première course qu'on le laisse, si on veut, tranquille pour qu'il puisse se concentrer au maximum. Il faut dire qu'il n'était pas simplement nerveux avant d'aller du côté de la qualification hier et que même s'il avait dit oui à notre demande, son équipe a préféré qu'on le laisse un petit peu tranquille pour cette première épreuve. Il nous a promis de pouvoir nous parler comme ça lors des autres épreuves de la saison 1997 de la série Kart PPG. Bien, merci beaucoup Didier. On ira vous retrouver un peu plus tard. Bertrand, il y a cependant à l'aube de ce premier reportage une ombre qui plane au-dessus du sport automobile canadien. Oui, c'est le projet de loi anti-promotion du tabac à la télévision, entre autres, et dans l'affichage aussi, qui effectivement, c'est une épée de Damoclès. Ça pourrait vraiment mettre fin, même, non pas contrecarrer les projets de commandite des cigarettiers en course automobile où ils ont une présence très importante. C'est vraiment même mettre fin non seulement à la commandite, mais aussi à la tenue d'événements d'importance. Bon, alors évidemment, c'est un projet de loi qui fait parler beaucoup dans tous les cercles du sport automobile à travers le monde. Et notre collègue Didier Scradden a recueilli quelques commentaires de la part de pilotes à propos de cette menace qui pèse sur le sport automobile canadien. Well, if C71 went ahead as it was originally configured, then obviously we would not be racing in Canada. Déjà, je trouve que c'est une grosse connerie à la base. Bon, c'est sûr par rapport à la course automobile, puisque c'est ce qu'on sert, mais bon, ça c'est secondaire parce que ça touche pas juste à la course automobile, ça touche à tout ce qui est l'art, la musique, le golf, le tennis, un paquet d'autres sports, un paquet d'affaires. D'après ce que j'ai compris, ça serait impossible de regarder ce sport-là sur la télé non plus, même des sports de l'étranger. Donc, culturellement, ça va quand même un peu détruire le Canada. On sait que la Formule 1 ne reviendra pas si le Grand Prix Players n'existe plus. Puis le Grand Prix de Trois-Rivières non plus. Je trouve que c'est malheureux parce que si la raison pour laquelle je suis ici en ce moment, c'est à cause de gens comme Players et puis le sport automobile, le festival de jazz, le tennis, tous les événements majeurs au Canada ont existé. C'est un petit peu en raison de ça. Fait que ça, je trouve ça malheureux. Puis moi, je pense que c'est un choix personnel. Ma copine, elle fume. Et puis, c'est rien pour ça. Tu sais, si elle veut fumer, elle fume. Si elle veut pas, elle veut pas. Moi, j'ai regardé des voitures de course toute ma vie. J'ai regardé la Formule 1. Ayrton Senna était mon idole. Et puis, je fume pas aujourd'hui. C'est un choix personnel. Donc, je trouve que de bannir ça, ça l'enlèverait beaucoup de retombées. Puis, pour les événements et le sport automobile, ça serait malheureux. Eh oui, Patrick Carpentier semble l'avoir dit, c'est un choix personnel. Il y a un autre pilote qui veut exprimer son opinion dans ce sens-là et on aura l'occasion de le revoir dans les puits au cours de cette émission. Il s'agit de Claude Bourbonnais. Claude, le genre d'émission qu'on fait en ce moment pourrait être même mise en péril. Oui, évidemment, si le Bill 671 passe, ça se décide mardi, bien, la course automobile au Canada, c'est terminé. Il y aurait même possibilité qu'il n'y ait pas de Grand Prix du Canada cette année. Bernie Ecclestone l'a dit, pas de Formule 1 cette année. L'an prochain, les deux Molson Indy, le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est terminé. Et même à la télévision, il n'y aura plus de course automobile.
C'est pas nécessairement une question de trouver un autre commanditaire, c'est que tout simplement, on ne pourra pas afficher les marques de tabac sur les voitures. Exactement. Donc, à cause de ça, il n'y aurait pas de télévision. Donc, les gens qui nous écoutent ne nous écouteraient pas l'an prochain. Il n'y a plus de course automobile. Les seuls survivants, ce seraient les pilotes qui sont déjà passés soit en Formule D ou en Indy Lights. Et puis, l'équipe Players, ben, c'est terminé en Indy, Indy Lights et en Atlantique. Et pas de gros événements veut dire pas de course, par exemple, de la série Formule 1600 ou d'Enduro Série. On ne peut pas survivre sans ces événements-là. Le programme de développement de Players, c'est à l'eau. Donc, tout ce que Players bâtissait pour la course automobile, ça tombe à l'eau. Et j'ai ici un numéro de téléphone pour les gens qui peuvent appeler M. Jean Chrétien. C'est le 1-613-992-4211. Je le répète, le 613-992-4211. Moi, j'ai rapidement. Merci, Claude. Oui, merci. Merci, messieurs. Évidemment, il y a aussi des cas qu'on a vus dans le passé, Bertrand, en France. En France, par exemple, la loi E20 a presque mis fin à tout le programme de sport automobile là-bas. Et il y a encore des causes devant les tribunaux qui frappent les diffuseurs comme TF1 et ainsi de suite. Alors, disons qu'il n'y a pas beaucoup de souplesse et de marge de manœuvre au moment où on se parle. Bon, on va laisser ça de côté. On va profiter au moins de ce qui nous est offert aujourd'hui. Mais on va aussi regarder, Bertrand, ce qui s'est passé dans l'entre-saison. Il faut toujours le faire. Il y a eu des changements au niveau des pilotes, au niveau des équipes, au niveau des ressources également. Dans cette série kart. Alors, allons-y tout de suite avec ce qui s'est passé. Il n'y a pas nécessairement eu beaucoup de changements au sein des écuries, mais ce qui est important, c'est qu'il y a 4 moteurs, 4 châssis et 2 types de pneus différents. Ce qu'il faut trouver, c'est la bonne combinaison. C'est le mot qui revient tout le temps. La bonne combinaison, on l'a vu l'an passé, c'était le châssis Reynard, le moteur Honda, très puissant, les pneus Firestone qui ont battu Goodyear l'an dernier. La combinaison gagnante cette année, vous la voyez, c'est chez Ganassi, Zanardi Temple. Green, Johnstone, c'est à confirmer qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a les prétendants, d'après moi. C'est ceux qui ont le châssis Reynard, mais le moteur Mercedes, qui est presque aussi bon, maintenant, on le dit, que le moteur Honda. Alors ça, c'est vraiment les prétendants à la victoire. Greg Moore, évidemment. Chez PacWest, une écurie qui est en mieux cette saison. Carpentier, excellent moteur, Mercedes, excellent châssis. Pneu Goodyear, peut-être un petit peu en retrait au moment où on se parle vis-à-vis des Firestone. Bob Berryhill, lui, a changé du Ford au Mercedes. Ça a surpris beaucoup de gens, mais il a confiance en son choix. Tasman, le châssis, là, délaissé par 2 écuries déjà. Tasman, très mauvaise qualification à Homestead. Ça va mal pour ce châssis. Il va peut-être même disparaître de la carte. La seule écurie gagnante qu'un châssis là, c'est Tasman cette saison. Et il y a la catégorie jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire Penske qui fait son propre châssis et la nouveauté châssis cette année, le manufacturier Swift qui va équiper des Newman Haas. C'est la dernière victoire d'un châssis américain en IndyCar, c'est 1983. Oh là là. Alors, on achète jusqu'ici beaucoup de châssis britanniques, c'est-à-dire Lola et Reynard. Alors, les autres, le moteur Toyota, très faible, moins de 800 chevaux par rapport à 850 pour Mercedes et Ford, par rapport à 900 pour le Honda. Et bon, les petites écuries, Richie Hearn, surprenant en essai pré-saison. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire. Et les écuries de fond de grille. Il y en a très peu cette année de mauvais pilotes. On peut dire qu'il y a 2 pilotes payants, Vitolo et Matsushita. C'est pas beaucoup. Les règlements. Oui, alors là également, il y a eu des changements. Là aussi, on cherche à réduire la puissance, question de sécurité. On a baissé la pression du turbo de 40 à 35 pouces. Diminution de la capacité du réservoir de 40 à 35 gallons. Maintenant, on va donner moins de carburant pour accomplir la même distance, donc il faudra avoir une meilleure consommation. Amélioration de la sécurité, on va vous montrer exactement ce qu'on a fait. On a un siège qui doit absorber l'énergie en cas d'un impact. Regardez ça, c'est très bien rembourré. Félicitations à CART. Et surtout, regardez ce collier, ce coussin pour entourer le cou et la tête du pilote. Et ça, Carpentier a touché le mur aux essais privés. Il a dit que ça avait été très bon, ça avait vraiment évité des blessures. Et on sait que De Ferrand a tapé le mur hier en qualification. Oui. Il dit normalement, j'aurais des oreilles qui résonnent, j'aurais mal à la tête, j'aurais mal au cou. Je n'ai absolument rien grâce à ces mesures de sécurité de CART. Et il y a aussi, Bertrand, des circuits qui ont réaménagé leur dessin, leur configuration. C'est le cas de Homestead. La grille de départ est une présentation de Molson X. Ici, c'est Molson Export. Une 5e de suite. Ça égale un record en kart. Alex Zanardi prend donc le départ en pôle. À ses côtés, il aura Mauricio Gugelmin. Les PacWest seront à surveiller cette saison et Big Mo, comme on le surnomme, égale sa meilleure qualification à Miami il y a 2 ans. Gilles de Ferran, avant de frapper le muret de béton, avait eu le temps, en un tour, d'enregistrer le 3e temps le plus rapide. Et Greg Moore, regardez, avec le Reynard qu'on a ramené de l'an dernier, 4e. Blundell chez PacWest confirme les aspirations de cette équipe.
Vasseur avec le mulet, légèrement décevant en 6e. Parker Johnstone pour l'écurie de Barry Green est là. Et Raoul Boycel chez Pat Patrick partira 8e. Patrick Carpentier, quelle superbe entrée en matière pour lui. Il part 9e. Al Unser Jr., on l'a dit, ce gars-là, il faut le surveiller en course. C'est pas nécessairement le roi d'épaule. Scott Pruitt, la deuxième voiture Patrick, partira 11e. Bobby Rahal, c'est décevant un peu jusqu'à maintenant pour son équipe. Un jeune pilote à surveiller, Dario Franchitti, le seul pilote chez Hogan, le plus rapide ce matin lors du réchauffement. Michael Andretti était là également. On verra le reste de la grille de départ un petit peu plus tard. Le vert est donné et on roule à Homestead. Excellent départ pour Greg Moore qui a tenté l'extérieur, mais il doit conserver sa 4e position. Et c'est Zanardi qui n'a pas raté le sien. Et la saison 1997 est donc en cours. Alors, tout est propre jusqu'à maintenant. Zanardi était prêt. Il a mené le train de voiture. C'était son privilège. Et là, déjà une bagarre. Gilles de Ferran et Mauricio Gugelmin. De Ferran s'empare de la 2e position. Jimmy Vasseur est venu bien près d'entrer en collision également pour améliorer sa place. Un premier tour complété déjà à Homestead. C'est une course qui en compte 148. Alors, rappelons donc que Zanardi est là, De Ferran, par la suite Mauricio Gugelmin, voilà Jimmy Vasseur qui s'amène, et par la suite, excellente prestation également pour Al Unser, qui semble-t-il a gagné plusieurs places lors du lancement de cette épreuve. Et on cherche à voir Patrick Carpentier. Alors, dans les 9 premiers, il y a Moore qui a perdu beaucoup de place. Il est à peu près 8e. Oui, exactement. Il avait connu une bonne manœuvre au départ. 7e maintenant, Bertrand. Bon, alors voilà Unser. Par la suite, c'est Parker Johnstone. On a bien reconnu les nouvelles couleurs. Et on a dit que Patrick Carpentier, donc maintenant, est 13e. Mais ça, il nous l'avait dit. Il préférait perdre quelques positions au départ. Question de rester en piste, de ne pas être victime d'un incident et par la suite, au moins, de retrouver le rythme et de retrouver aussi, on peut dire, Bertrand, un certain calme dans un contexte extrêmement stressant pour lui. Oui, il a dit que pour la première fois de sa carrière, il se sentait un peu sous-entraîné. On sait qu'il a fait du patinage de vitesse, courte piste. Il a fait évidemment beaucoup de courses automobiles. Il dit, je suis un peu sous-entraîné. C'est encore plus difficile que ce que je m'attendais, surtout au niveau du cou, au niveau des bras et même du mollet pour freiner. Alors, il doutait un petit peu de ses capacités physiques pour cette course. En plus, la nervosité, il dit qu'étant un peu crispé, ça allait lui enlever peut-être 30% de capacité physique, on va imaginer. Et c'est des courses très longues. Et ça, Greg Moore l'a dit récemment, on lui a demandé qu'est-ce qui t'a le plus surpris de ta première saison. Il m'a dit c'est la longueur des courses. Je suis passé de 75 000 à 200 et 500 000. C'est très, très difficile. Les forces centrifugent, surtout sur un circuit ovale comme ça. Alors jusqu'à maintenant, donc, excellent rythme, excellent départ pour ce lever de rideau. Et regardez déjà l'avance que cherche à se bâtir Alessandro Zanardi. Il a été vraiment identifié par tous les observateurs, alors qu'on voit également une excellente prestation de Michael Andretti. Il a été vraiment pointé par ses pairs, d'ailleurs, par les autres pilotes, comme le grand favori pour remporter le titre. On roule avec Michael Andretti, le nouveau châssis Swift, qui a connu une excellente progression également depuis son arrivée en territoire nord-américain. On a vu constamment les performances s'améliorer chez Newman Haas. Andretti a eu toutes sortes d'ennuis cependant en essai libre vendredi. Il n'a fait que 12 tours, Pierre, incluant les tours d'entrée et de sortie en piste. Alors, pas beaucoup de pratique pour Andretti sur cette voiture. Mais il dit que c'est pas dû au châssis, ses ennuis, c'est des pertes de pression d'huile, des pompes à huile qui brisent. Alors, et Andretti a toujours sa philosophie. On lui a demandé le titre, les courses. Il dit non, moi c'est les victoires et le reste, ça va suivre. Bon, le circuit de Homestead, puisqu'on a été un petit peu bousculé au départ, le circuit de Homestead en 1000 à la distance suivante, c'est un tout petit peu plus d'1,5 mille. On dit que c'est un circuit ovale, Bertrand, mais c'est un rectangle, en fait, le circuit de Homestead. Il y a également une possibilité de le convertir en circuit routier à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Alors, vous le voyez, c'est presque un rectangle. Et on devra le refaire en vue de la tenue d'une épreuve de la série NASCAR. On devra donc réinvestir plusieurs millions de dollars pour le rendre conforme à la série NASCAR. Oui, parce que c'est un mini Indianapolis. On n'a pas Indianapolis, on a tout simplement réduit alors qu'on voit des bagarres à Gugelmin toujours. Oui.
on dépasse déjà les retardataires. Et ça ne sera pas facile parce qu'on dit qu'il y a une trajectoire de piste à Homestead. Et pour dépasser, comme dit Greenmore, il va falloir être créatif. Bon, alors, espérons qu'on aura beaucoup de créativité aujourd'hui. Eh bien voilà, chers amis, sur cette bagarre, Andretti, John Stone et Unser, nous allons faire une première pause et vous revenir dans quelques instants à cette épreuve de Homestead en Floride. Bon début de journée. Au tennis, le Québécois Sébastien Larreau et son partenaire de double Alex O'Brien ont remporté le tournoi de Philadelphie, défaisant en 2 manches de 6-3 et 6-2 le duo composé d'Ellis Ferreira et Patrick Galbraith. La course aux séries bat son plein dans l'association Est. Les Islanders de New York ont blanchi les Capitals de Washington par la marque de 2-0. C'est Tommy Salo qui a inscrit le jeu blanc. À Hartford, John Leclerc a enfilé son 41e but de la saison, permettant aux Flyers de Philadelphie de vaincre les Whalers 5-2. Garth Snow a repoussé 26 rondelles dans la victoire des siens. Et dans la Ligue des Pamplemousses, les lanceurs des Expos ont alloué 17 coups sûrs aux Orioles de Baltimore dans une défaite de 10-2. Le revers va à l'affiche de José Paniagua. Tous les détails au bulletin Sport 30 Mag. Les Bruins de Boston attaquent farouchement et foncent sur Ainsworth. Le gardien canadien qui résiste. On aime Gignac reprend la rondelle et tente de faire une passe à Nicky Moore qui lance rapidement dans le coin chez les Bruins. Tout est mis en échec ici. Aborvich maintenant, le tricolore est en territoire adverse. Il lance et là, bel arrêt du gardien. Le Canadien est en contrôle. Le retour est le but! Pulsation, c'est pareil. Molson X, jeune depuis 1903. Quand on croque, on craque. L'an dernier, on roulait à 198 000 à l'heure en qualification sur le circuit de Homestead. C'était trop vite, c'était dangereux. On a donc adopté des ailerons Speedway, de tout petits ailerons qui fait qu'on a beaucoup réduit les appuis aérodynamiques. Et Mark Blundell commente. I think the problem is that it's not so much the problem with the smaller wings, it's actually running with the smaller wings on this particular circuit. I don't feel that this track is conclusive to making the cars at their best in traffic. And I certainly got put into the wall at like 180 miles an hour backwards because of those circumstances, and I don't feel that it's right. Alors, depuis le début du week-end, Mark Blundell dit constamment que c'est pas tellement le problème de ces nouveaux règlements, Bertrand, comme la configuration du circuit qui le rend dangereux, finalement, pour ce recul technique qu'on a appliqué sur les voitures. Oui, alors qu'on voit le classement après Dousseau. Comme c'est un mini ovale, il y a vraiment 4 virages et souvent les pilotes se disent on arrive dans les virages 1 et 3, on fait face au mur carrément, alors c'est trop dangereux. Ce qu'on a fait aussi à Homestead, on a l'intérieur des virages, on l'a reculé de 24 pieds, ce qui fait qu'on roule encore plus vite. Et ça, beaucoup de pilotes s'en sont plaints, ces petits ailerons qui fait qu'on a peu d'appui aérodynamique. Par contre, Bobby Rahal a dit, écoutez, moi je trouve que c'est bien parce qu'avant, on roulait à fond sur ce circuit. Maintenant, il faut jouer avec l'accélérateur, il faut même freiner dans le virage 1 et 3. Moi, ça me rappelle des voitures de 84. Oui. Il faut vraiment se battre avec le volant. Et ça, c'est le travail normal d'un pilote. Et parlant de pilote, il y en a un qui est avec nous, c'est Didier Scradden. Il a des commentaires à ajouter sur ce que l'on dit, Didier. Oui, Charles, justement, sur d'appui aérodynamique, on parle de 40 à 5% moins d'appui aérodynamique de... Bon, alors, on a des petits problèmes à bien entendre les commentaires de notre collègue Didier Scradden. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, j'y connais rien, Bertrand, mais semble-t-il que le soleil est en conjonction, là, et va nous causer des petits problèmes de retransmission. Alors, ça peut arriver que vous vous en aperceviez lors du reportage d'aujourd'hui. Ça durera quelques minutes, et après ça, ben, on pourra revenir à la normale. Alors, c'est toujours Zanardi qui domine depuis le départ. Il est parti en pôle. Michael Andretti semble absolument gonflé à bloc, Bertrand. On le voit constamment en lutte et on le voit d'ailleurs présentement derrière Jimmy Vasser. Ça
Châssis, présentement 6e. Regardez comment il s'est approché à cet endroit où il faut évidemment ralentir. Comme on a dit, c'est pas un circuit ovale proprement dit. Alors, on ne peut pas utiliser toute la piste à fond. Et là, c'est 3 de large. Et les retardataires sont donc doublés. Il y avait Adrian Fernandez, notamment, dans le lot. Et Paul Fernandez à bord d'une de ces lots-là qui ne fonctionne pas du tout. Fernandez a quand même gagné une victoire l'an passé. Ribeiro, 2 victoires sur ovale pour l'écurie Tasman. Et on a continué avec des lots-là, mais c'est un désastre. L'écurie Patrick avait acheté des lots-là, on les a abandonnés, on a acheté des Reynolds. Et Greg Moore avait acheté une lots-là, l'a abandonné, a commandé une Reynolds 97, pas encore arrivé, alors il a dû se rabattre sur la voiture 96. L'avantage, cependant, c'est qu'il connaissait bien cette voiture, que l'an dernier, Moore avait très bien fonctionné à Homestead. Rappelez-vous, il avait une pénalité, il était tombé un tour en retard, il avait réussi à revenir dans le tour du meneur. Et d'ailleurs, Moore avait dit, ça a été le point tournant de ma saison. J'ai su à ce moment-là que je pouvais me battre avec ces gars-là, et on a vu la saison qu'il a fait. Peut-être pas de victoire, mais superbe saison pour Moore qui était recru et qui avait aussi un ingénieur recru. Ça, c'est pas facile non plus. Et parlant d'ingénieur, est-ce que la marque de Tony Cicale que Barry Green a rapatrié dans son équipe est déjà évidente? Regardez Parker Johnstone qui, depuis le départ, se maintient dans les positions de tête. On sait que Cicale a été l'un des grands artisans des succès de Jacques Villeneuve à l'époque où il a d'abord été recrue de l'année et champion de la série par la suite. Toute une histoire de Johnstone. On sait que Green cherchait un pilote américain imposé par son commanditaire. Alors, pas évident. Johnstone s'était engagé déjà avec sa petite écurie avec laquelle il était, qui avait un moteur Honda. Johnstone s'est dit, moi, je vais gagner des courses. Alors, il est allé chez Green, a amené avec lui le moteur Honda et les pneus Firestone. Et ça, ce qui, je trouve remarquable de Honda, on a gardé les mêmes 6 pilotes que l'an dernier et on est très fidèles chez Honda. Ça, c'est typique de cette marque. Absolument. La voiture que vous avez vue sortir des puits, voiture blanche de marque Castrol, c'est l'une des 2 voitures de l'écurie de Dan Gurney, All American Racing. Dan Gurney a finalement un peu lancé la serviette sur le développement de son châssis, Bertrand. Il a choisi également l'avenue Reynard pour laisser le temps, finalement, aux motoristes Toyota de développer en toute quiétude. Parce que là, développer châssis et nouveau moteur, ça devenait un petit peu compliqué. D'autant plus que c'est engueulé un peu, si vous voulez, que son ingénieur qui avait conçu la voiture. Ça marchait tellement pas l'an dernier. L'ingénieur est parti. Le temps qu'on en trouve un bon, ça a retardé tout le programme de développement de ce châssis. Bon, alors là-dessus, nous allons faire une pause. Nous serons de retour dans quelques instants à cette première épreuve de la saison 1997 depuis le circuit de Homestead en Floride. Elvis Stojko a fait ses débuts sur une patinoire comme celle-ci. Il sait tout ce que ça prend pour devenir un champion, pour offrir une performance insurpassable. Et pour se désaltérer, ça prend le punch congelé McCain, qui offre un vrai goût de fruits, car il est fait avec de vrais jus de fruits. Le punch congelé McCain se déguste en plusieurs saveurs désaltérantes, comme raisin, orange et punch aux fruits. Alors sautez sur le goût insurpassable de vrais jus de fruits du punch congelé McCain. McCain, de la performance et du goût. Défi Santé, notre responsabilité à tous grâce à Participation. Les rues peuvent être source de danger. Le Centre Jeunesse offre une solution. Les jeunes y participent activement et apportent des changements à leur vie. Une confiance en soi, des aptitudes nouvelles, des amis. Alors c'est mieux rester dans la rue. Depuis qu'on quelqu'un me taquinait, on m'énervait, je m'excitais tout de suite. Maintenant, je suis plus paisible. Le Centre Jeunesse est né d'un désir d'aider la jeunesse à s'épanouir, autant sur les plans physiques, intellectuels ou spirituels. En créant le Centre Jeunesse, ce qu'on a voulu, c'est de leur donner une place, de leur redonner la place dont ils ont droit. Celui qui l'a créé, il a eu une très bonne idée. On peut venir ici, puis c'est de la joie. Défi Santé, notre responsabilité à tous. Participation. Molson Dry, un monde sans arrière-goût.
À sa première saison en série mondiale kart l'an dernier, Greg Moore est monté 3 fois sur le podium. Mais le jeune pilote de 22 ans de Vancouver espère bien améliorer ses résultats cette année. I'm going to win a couple races for the Players team. You know, first and foremost. But I think the way I'm going to do that is I'm going to be around at the end of the race more. You know, last year, I think I was a little aggressive sometimes at the beginning of races, you know, a little over-anxious, and I didn't finish some races because of it. And this year, I was talking to Rick Mears and Emerson Fittipaldi, and they both said, you know, to finish first, you first must finish. And that's something that I've really taken to heart, and I'm really going to try and do it this year. Eh bien, nous sommes de retour pour apercevoir Bobby Rahal qui entre au puits de ravitaillement, et il y a Al Unser, pendant que nous étions en pause, qui est revenu au puits de ravitaillement. Il a quitté la voiture. C'est terminé pour Unser chez Penske. Alors c'est un début de saison encore décevant pour Roger Penske. Oui, Unser qui avait des ennuis de moteur, il a appelé son écurie par radio, lui disant que le moteur a tout simplement coupé. Il est entré dans le puits, on a enlevé le capot moteur, on a regardé le moteur, on lui a dit de sortir de la voiture. Unser qui est papa depuis lundi, son 4e enfant, Joseph Scott Unser. Et il a dit, assez candide, Unser, il n'hésite pas à parler de sa vie privée. Il a dit, on a eu des ennuis, moi, mon épouse Shelley et moi, on a eu des hauts et des bas dans notre couple, mais finalement, elle a décidé d'avoir un autre enfant, et je suis heureux qu'elle a fait appel à moi pour le faire. Ah là là! Eh ben, dis donc. J'espère que c'est pas révélateur de problèmes un peu plus graves. Alors, Unser s'était qualifié 10e, mais il disait pour la course, ça va aller, parce que moi, comme d'habitude, et tu l'as mentionné en ouverture, Pierre, je travaille pour des réglages de course. C'est-à-dire qu'une voiture qui peut être rapide sur un tour ne sera pas nécessairement performante avec le plein d'essence, alors ça nécessite des réglages différents. Et là, des problèmes pour Alessandro Zanardi. On a vu Gilles de Ferran qui est passé rapidement. C'est bien Zanardi, Bertrand? Ouais. Alors, un autre coup de théâtre, donc, après l'abandon de Al Unser. Des problèmes pour Zanardi. Ça a peut-être été ralenti dans la circulation, Pierre. Il faudra voir la reprise. Peut-être perdu son momentum, son air d'aller son rythme. Et là, on voit de Ferran, justement, là, qui est pris derrière des retardataires. Et ça va permettre à Zanardi de se rapprocher. Et on le voit, regardez. Absolument. Ah. Il y a celui que vous apercevez immédiatement devant de Ferran, c'est Mark Blundell. Vous avez vu également au tableau, Patrick Carpentier est maintenant 11e. Alors, de Ferran réussit à passer. Blundell, c'est incroyable, c'est qualifié 5e. Mais Pierre, on a regardé les qualifications hier et oh là là, il a dit, j'ai jamais eu autant peur de ma carrière. C'est ça de la part d'un gars qui s'est payé un mur à Rio l'an passé, qui a eu un autre accident à Homestead lors qu'on a appelé le camp d'entraînement de kart. Il a tout donné pour réussir ce temps de qualif. C'était évident qu'il ne pouvait pas tenir ce rythme-là tout au long de la course. Mais on peut peut-être rappeler aux gens, Pierre, que Goodyear a estimé l'autonomie en carburant à 45 tours. Alors, il faut voir ce que ça va donner. Il faut rappeler aussi aux gens qu'il y a une quantité donnée de méthanol à chaque écurie pour courir la course. Alors, il y en a qui peuvent tricher un peu. On augmente la pression du turbo, on a un petit peu plus de puissance, sauf qu'on prend plus de carburant, évidemment. Alors, il y a tout ce jeu qui se fait en IndyCar qu'on ne voit pas en Formule 1, par exemple. C'est-à-dire qu'on a une quantité donnée de carburant, du méthanol. Il faut s'arranger avec. Des fois, on roule un petit peu plus vite pour dépasser un adversaire, mais il faut réduire la puissance. Sans ça, on va manquer de carburant. Et ça, c'est en fonction, évidemment, Bertrand, d'un rythme de consommation qui est prescrit par la série en début de saison, qui est fixé à quoi? 1,85 000 par gallon présentement. Alors, vous voyez déjà les effets du soleil, on vous l'a dit. Nous sommes dans cette période de l'année qui affecte finalement toutes les télévisions de notre coin de planète. Il y a une transmission satellite. Voilà, alors les experts en technologie n'ont pas encore réussi à déjouer cette réalité. Alors ça va nous affecter pendant quelques minutes au cours de l'épreuve d'aujourd'hui. Il est possible que nous perdions complètement notre retransmission. Pour l'instant, ça passe encore, mais ce pourrait être un peu plus grave pendant quelques minutes. Il y a beaucoup de pilotes qui avaient peur un peu du début d'épreuve en raison des petits ailerons. On sait qu'il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de turbulences d'air. Carpentier, on lui a parlé, on lui a dit lorsqu'on est collé derrière une voiture, ça va. C'est quand on est 4-5 longueurs derrière qu'à cause des turbulences d'air, la voiture est très instable.
Et on a parlé aussi de l'influence du vent hier, notamment lors des séances d'essai. Et ça aussi, dans une configuration comme celle de Homestead, le vent a un rôle extrêmement important. Bertrand parle des turbulences. Et quand vous frappez un vent assez fort, un vent qui a une direction un peu oblique sur la voiture, eh bien, ça peut créer de sérieux problèmes. Alors, je vous rappelle que la mauvaise qualité de retransmission présentement n'a rien à voir avec nous, ni avec l'équipe technique sur place là-bas à Homestead. Il s'agit tout simplement d'une réalité problématique pour l'instant reliée à la position du soleil. On nous dit que Christian Fittipaldi a reçu le drapeau noir, Bertrand. Il a une fuite d'huile. Et sur un circuit comme celui-là, c'est toujours une conséquence assez dangereuse. Voilà ce que ça donne. 36 tours sur 148. Carpentier a glissé en 12e. Greg Moore est maintenant 6e. Alors c'est toujours De Ferran, Zanardi et Andretti. Oui, De Ferran, vous la voyez sur la voiture Valvoline qu'on voyait l'an passé avec Robbie Gordon. Robbie Gordon qui a décidé d'aller en NASCAR. Alors, Walker se cherchait un pilote et ça tombait bien parce que De Ferran, lui, se cherchait une écurie parce que le légendaire Jim Hall, pour lequel il courait, on se souviendra d'une voiture jaune aux couleurs Pennzoil, a décidé de prendre sa retraite, bien méritée. Alors donc, De Ferran est allé chez Walker et, tout comme l'a fait Johnson, il a mis le moteur Honda avec lui et ça, Walker était très heureux. C'est le moteur le plus puissant. On parle de à peu près là, 900 chevaux l'an passé. On a baissé la pression du turbo. On a dit que ça allait enlever à peu près 90 chevaux au moteur. Mais il y a tellement eu de développement au cours de la saison qu'on dit qu'on est presque revenu au même niveau que l'an dernier. Imaginez. Et ça, on le voit parce que lors des essais privés qu'on a fait à différentes pistes, on a brisé les records de ces pistes. Sauf à Homestead où, en raison du choix aérodynamique dont on vous a parlé, les petits ailerons, on le voit très bien sur cette image. Regardez les deux mini-ailerons. Et voilà la première voiture au puits. Ben, je pense que c'est le drapeau noir. Hein. On lui avait donné le drapeau noir, alors il doit revenir au puits de ravitaillement. Ouais. Christian Fittipaldi qui tarde à répondre aux attentes qu'on avait placées en lui, Bertrand, quand il s'est amené chez Newman Haas. Oui, il aurait pu gagner quand même à Road America l'an passé, on s'en souviendra. Ouais. Il a reçu le trophée Ayrton Senna récemment comme meilleur pilote brésilien sur la scène internationale. Alors, vous voyez l'officiel de la série qui indique qu'il faut couper le moteur. Il faut tout simplement oublier la sortie de Christian Fittipaldi, victime donc de cette fuite d'huile qui a entraîné le drapeau noir. Il ne sera peut-être pas mécontent parce qu'il se plaignait d'un sous-virage massif sur sa voiture. Il avait dit que la course allait être un cauchemar. Bon, alors on va en profiter pour faire une pause. Nous serons de retour dans quelques instants à cette épreuve du circuit de Homestead en Floride à l'antenne de RDS. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Mon Dieu, comment ça va? Hey, ça fait longtemps. Carling, un choix pas ordinaire. Coudonc, y a quelqu'un qui a pris ma bière? Là, je pense que j'ai attendu pour essayer Old Spice ultra efficace parce que je croyais tous les désodorisants pareils. Ben voyons donc. La preuve que c'est le meilleur. Meilleur que le bâton le plus vendu. Il s'évapore plus lentement. Il dure plus longtemps. Il protège mieux les odeurs. C'est garanti. Essayez-le. Si vous n'êtes pas convaincu, composez le 1-800-776-8348 et on vous donnera un bâton de votre marque. Relevez le défi Old Spice ultra efficace. Faites comme moi. Plus ça change, plus c'est pareil. Molson X. Jeune depuis 1903. Hey, Annie! Salut! Quel chapeau! J'ai pas le choix. Mes cheveux sont un désastre. Regarde toutes ces pellicules. Pourtant, c'est facile de s'en occuper avec le bon shampoing. Tiens. Avec un shampoing ordinaire, les pellicules peuvent revenir. Mais Head & Shoulders aide à éliminer et freiner les pellicules avant même leur apparition. Vous pourrez dire adieu aux pellicules. Et vos cheveux? Oh, mes cheveux sont superbes. Merci. Hey, ton chapeau! Pourquoi faire? Head & Shoulders. Pour des cheveux impeccables sans pellicule.
Nous sommes de retour. Vous apercevez les débris sur la piste. Vous apercevez les feux jaunes et les voitures de sécurité. Il y a eu une sortie de piste violente, percutante. Dario Franchitti, la victime. Oh, on le voit beaucoup trop large dans le virage. Il est hors trajectoire. Aucune adhérence parce que la piste est poussiéreuse. Il y a beaucoup d'huile. Alors heureusement, il a frappé un angle élevé. Il s'est plutôt appuyé contre le mur que de frapper de plein fouet. Ça ressemble un petit peu à ce dont a été victime Gilles Deferrand hier lors des essais. C'était à la sortie du virage numéro 1. Mais la question que pose Bertrand, est-ce que ce sont les conséquences de cette fuite d'huile qui a fait sortir le drapeau noir et qui a empêché Christian Fittipaldi de revenir en piste? Alors, il est permis de se poser la question. Donc, premier drapeau jaune complet. Il y avait déjà eu une série d'arrêts, enfin pas une série, mais un des meneurs qui s'était amené au puits, c'était Parker Johnstone. Et là, on sera sûrement heureux, Bertrand, parce qu'on est dans la fenêtre d'arrêt au puits. On pourra le faire sous le drapeau jaune. Ça va vraiment sourire. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça va sourire aux équipes qui vont devoir s'arrêter maintenant. Nous allons faire une autre pause et nous serons de retour dans quelques instants à Homestead, en Floride. Vous vous souvenez de Jaco? Ce n'est toujours pas un grand parleur, surtout quand il déguste ses super fries de McCain. Qu'elles ne contiennent que 5% de gras n'a pas vraiment d'importance pour lui, car ils ont toujours un goût super. Les super fries de McCain, croustillantes et succulentes, avec seulement 5% de gras. Pour ceux qui préfèrent se taire et déguster. Les Grands Prix de Formule 1 à RDS. Vivez la tension extrême des courses de Formule 1. Joignez-vous à RDS à compter du vendredi 7 mars pour les qualifications du Grand Prix d'Australie. Suivez chaque tour de piste en compagnie de nos experts pour un week-end de course comme vous les aimez. Jacques pourra-t-il faire mieux que sa deuxième position de l'an dernier à Melbourne? Une chose est certaine, avec l'équipe F1 à RDS, vous êtes toujours gagnant. Prochain rendez-vous, l'Australie, vendredi, samedi soir. Vous voulez tout savoir sur la Ligue nationale de hockey? Alors n'hésitez pas à regarder la seule émission qui couvre la Ligue nationale d'un bout à l'autre. La Ligue en question avec Pierre Houd. Des discussions sérieuses sur des sujets brûlants d'actualité. Des débats animés avec un panel d'experts réputés. La Ligue en question, c'est aussi le Canadien de Montréal avec une revue détaillée de ses derniers matchs. La Ligue en question, présentée tous les samedis à 19h. Bertrand, tel qu'on l'avait prévu, tout le monde s'est arrêté finalement. Voilà Gilles Deferrand et on va vous remontrer en reprise cette circulation très lourde. Tous les meneurs sont rentrés à peu près en même temps. Là, vous apercevez les voitures, évidemment. C'est-à-dire qu'on est prêt à accueillir les voitures chez Ganassi. Qu'on voit au milieu arrêté. Alors, Deferrand a été le premier à s'amener. Là, on a fait le travail. Regardez Andretti qui s'amène devant. Et vous allez voir passer les Ganassi, là. Voilà, ils entrent en même temps, l'une derrière l'autre. Ça, c'est ce qui faisait peur un peu à Patrick Carpentier. Il disait, bon, des arrêts au puits, on en a pratiqué, mais la circulation dans les puits, ça me fait un petit peu peur. Ça va être une nouvelle expérience. Alors, le premier à sortir de Ferrand, regardez Michael, vous verrez Vasseur, pas Vasseur, mais Zanardi qui s'amène, Vasseur qui va ressortir. Et ce que vous voyez, c'est, alors que Tracy passe à pleine vitesse, ce que vous voyez, l'eau qu'on envoie sur l'entrée du réservoir, c'est le méthanol pour pas que ça s'enflamme, pour pas que ça touche aux autres éléments. On le distille, si vous voulez, on met de l'eau à l'entrée du carburant. Alors, s'il y a un petit peu de méthanol qui s'écoule de l'entrée du réservoir, c'est pas grave, on met un petit peu d'eau par-dessus. C'est pas qu'il y a un incendie à bord, c'est plus de la prévention. Alors, nous sommes toujours sous le drapeau jaune complet après cette sortie de piste assez violente quand même, dont a été victime Dario Franchitti. On nous dit que Didier, justement, est avec le propriétaire de l'équipe, Carl Hogan. Didier? Yeah, Mr. Hogan, that was an impressive debut from a young driver. Too bad it ends like this. Well, the car had gotten a little bit loose, and we were only 2 laps from making a pit stop. And he just got in the marbles a little bit and went against the wall. It was just one of those things. It wasn't his fault, really. He
did a good job. I'm very proud of him, and I think we've got good things to come. He's okay? Yeah, he's out of the car fine, and that I don't think there's anything real serious at all. Thank you very much. Sure. Alors, on regarde peut-être pendant ce temps-là les traces qu'a laissé M. Patrick Carpentier à son départ. Là, on est en train d'ailleurs de ramasser un petit peu de méthanol qu'on a échappé du côté de l'équipe Alumax. Messieurs, on a fait un arrêt à peu près en 13 secondes,5, ce qui est en soi passablement excellent. Patrick a relâché l'accélérateur juste à temps. Il a presque fait la même cascade que Andretti avait fait à un certain moment donné dans les puits. La voiture s'est mise fort en travers. Il est passablement nerveux, on l'a dit en début d'émission, mais ça ne parle pas beaucoup à la radio, sauf qu'on lui dit régulièrement « Good job, Patrick, good job », et c'est ce qu'il fait présentement. De retour à vous. Ben absolument, et on peut dire, Didier et Bertrand, et je le répète, si vous n'étiez pas là en début de reportage, il s'était fixé un objectif modeste, mais réaliste dans les circonstances pour cette première épreuve. Il a dit, écoutez, je veux être là au drapeau à damier, ça c'est extrêmement important. Pourquoi prendre des risques audacieux dès le départ? Il a choisi un départ prudent et ça lui donne quand même une place parmi les 10 premiers présentement. On reverra de toute façon, à mesure que la course sera relancée, comment tout ça va tomber en place. On s'arrête, on sera de retour à Homestead, en Floride. Bon début de journée. Au tennis, le Québécois Sébastien Larreau et son partenaire de double Alex O'Brien ont remporté le tournoi de Philadelphie, défaisant en 2 manches de 6-3 et 6-2 le duo composé d'Ellis Ferreira et Patrick Galbraith. La course aux séries bat son plein dans l'association Est. Les Islanders de New York ont blanchi les Capitals de Washington par la marque de 2-0. C'est Tommy Salo qui a inscrit le jeu blanc. À Hartford, John Leclerc a enfilé son 41e but de la saison, permettant aux Flyers de Philadelphie de vaincre les Whalers 5-2. Garth Snow a repoussé 26 rondelles dans la victoire des Siens. Et dans la Ligue des Pamplemousses, les lanceurs des Expos ont alloué 17 coups sûrs aux Orioles de Baltimore dans une défaite de 10-2. Le revers va à l'affiche de José Paniagua. Tous les détails au bulletin Sport 30 Mag. Le psoriasis, la dermatite séborréique, les pellicules, des symptômes, la desquamation et des démangeaisons persistantes au cuir chevelu. La solution, T-Gel de Neutrogena, vraiment efficace. Le shampoing T-Gel de Neutrogena. Rendez-vous Reebok, le moyen le plus flexible pour se mettre en forme 5 jours par semaine. Avec José Lavigueur et son équipe, les novices comme les experts trouvent leur compte dans un entraînement des plus plaisants. RDS, le sport sans limite. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Mon Dieu, comment ça va? Hey, ça fait longtemps. Carling, un choix pas ordinaire. Coudonc, y a quelqu'un qui a pris ma bière? Aussi, Bertrand, en fin de semaine, le lancement de la série Atlantique. Et on voit au départ Chuck West qui partait en pôle, qui a réussi à garder la tête devant la recrue Memo Gidley, dont on dit qu'il sera à surveiller tout au cours de la saison. Il y avait bien sûr nos pilotes players, Bertrand Godin, Alexandre Taglioni. On a joué du coude, comme on le voit souvent dans la série. Alors Taglioni et Godin ont été relativement agressifs, ont fait une bonne entrée en matière. Et finalement, on a vu Anthony Lazzaro dépasser Case Montgomery. Ça a été finalement l'histoire de cette épreuve. Il restait à peine que quelques tours. Deuxième tour, la troisième ne rentrait pas. Donc, c'était très difficile de sortir de l'épingle parce qu'il fallait que je passe de 2 à 4. Ça me faisait perdre énormément de régime moteur. Je pense que ça a été une course où j'étais très fort en début de course. Et par la suite, on a manqué un petit peu là, de motricité à sortie de l'épingle. J'arrivais pas à motricer la voiture. Donc... Alors donc, les résultats de cette épreuve de la série Atlantique à Miami. Anthony Lazzaro qui l'emporte. C'est une course qui a duré près de 50 minutes. Et regardez l'écart. Une demi-seconde de retard pour Memo Gidley. Case Montgomery a terminé 3e. Bertrand Godin a pris le 5e rang. Taglioni 8e. L'autre Canadien, Cam Binder, a terminé au 10e rang. Nous sommes toujours sous le drapeau jaune à cette épreuve de Homestead
en Floride. On nous dit maintenant que Didier est en compagnie d'une des victimes d'un ennui aujourd'hui, Christian Fittipaldi, messieurs. Oui, Christian Fittipaldi, comme on peut le constater, a eu énormément chaud. Very disappointing for a first race, Christian. Yeah, it's very disappointing, especially because the car was handling great. I had a very bad start. I fell back a couple of places, and then from about 20th, I was passing everyone on the track and on the same pace as all the leaders, and the car was handling perfect. It was really, really awesome today. I think you guys can see by Michael also, both cars were exactly the same, and I'm pretty sure that today we could have really finished in the top 3. I was very confident. Like, we were only 25 laps into the race, and there's a lot more. So what happened to you? There was an oil leak in the engine, and I just was losing a lot of oil for some reason, and they made me stop. All that sweat is because of frustration? Sorry? All that sweat is because of frustration? Oh, it is in a way, because it's something when you have to stop when the car's not handling good, and it's something else when you have to stop when you're having a real good run on the other cars, and everything is handling perfectly, and I was really, really confident today, and I'm pretty sure that we could have finished up there. Best of luck for the next one. Thanks. Alors, Christian qui l'a confirmé, messieurs, un problème de fuite d'huile sur une voiture qui était très performante, et il l'a dit, et il y a une belle chimie dans l'équipe, comme le prouve Michael Andretti avec l'autre Swift sur la piste. La voiture est fort bien née, si on peut dire. Merci Didier. Bertrand? Oui, on a vu Carpentier en 10e place. Il y a eu une remarque hier que j'ai trouvée intéressante. Il a dit je suis 9e en qualification, c'est ce que la voiture pouvait faire. Et ça, c'est tellement important sur une piste ovale. On ne peut pas en obtenir plus que ce que la voiture peut vous donner sur une piste ovale. C'est pas comme un circuit routier où on peut vraiment pousser dans la limite, monter sur des bordures, aller presque en dérapage. Il faut vraiment avoir des bons réglages et faire ce que la voiture vous permet de faire. Et ça, Carpentier l'a très bien compris, il l'a fait. Intelligence aussi, il a dit, moi je suis là pour progresser, je vise quelques places dans le top 5 cette saison. Il visait parmi les 10 premières qualifications, il a été 9e, c'est parfait. Il a vraiment ce bel esprit. Il sait qu'il a à apprendre, notamment les stratégies d'arrêt au puits, la consommation, etc. Il sera bien appuyé par un bon ingénieur parce que chez Bettenhausen, on a été chercher 2 bons ingénieurs. Tom Brown, Didier nous en a parlé un tout petit peu. C'est l'ingénieur d'exploitation, celui qui travaille avec Patrick pour faire des réglages. Mais on a aussi un ingénieur de chez Penske qui va faire du développement sur la voiture. C'est important, Patrick, vous lui avez parlé en essai pré-saison. Pierre vous avez dit qu'il y avait eu des ennuis de frein. Oui. On a déjà commencé à régler ça avec David Trowbridge. À Homestead, on a des freins un petit peu moins puissants et qui vont durer toute la course. C'est très important. En Australie, on aura déjà d'autres choses pour ce circuit urbain. Alors, Bettenhausen, beaucoup d'améliorations sur ce point de vue-là. Aussi, plus de budget d'Alumax pour faire des essais privés, ce qui manquait à Bettenhausen auparavant. Et pour terminer, une autre chose que Patrick m'a dit, je lui ai parlé cette semaine, j'ai trouvé ça, il a dit, chez Alumax, on avait du fun avant, être en course, on tripait course auto, mais là, c'est fini. Bettenhausen a 2 ans pour gagner une course. La pression va être là, ce qui fait que Bettenhausen aussi a été chercher ces ingénieurs-là, a demandé un supplément de budget pour faire des essais parce qu'il faut en faire pour gagner en Formule Indy. Alors, il y a 2 ans pour Bettenhausen qui n'a pas encore gagné pour remporter une victoire. Et ça va aller bien dans le plan de carrière de Patrick parce que lui aussi, c'est à peu près ça que ça va lui prendre. Absolument. Il faut qu'il gagne en dedans de 2 ans. Oui. Là-dessus, on va retourner à Didier dans la ligne des puits. Vous savez, messieurs, on a parlé tantôt du phénomène des ailerons qui a été changé. Ça fait qu'on va beaucoup plus vite en ligne droite, 6 ou 7 000 à l'heure. C'est surtout que la voiture se pilote différemment et que ça regroupe passablement les pilotes. Juste des petites statistiques en passant. On parle de 7 dixièmes de seconde entre la première et la 19e position en qualification, ce qui fait que peut-être le pilotage fera la différence. Greg Moore dit qu'au contraire, on ne peut plus faire de belles grandes glissades comme on faisait avant. Il faut relâcher l'accélérateur comme tel. Et pour nous parler justement de pilotage, qui de mieux placé qu'un pilote comme tel, il a couru en IndyCar. On espère bien sûr qu'il va revenir à tout ça. C'est Claude. Claude, avec les nouveaux ailerons, il faut conduire différemment ici à Homestead. Oui, j'ai parlé aux ingénieurs, aux pilotes, et puis ça diminue l'appui de moitié. Donc, ce que ça veut dire, beaucoup plus de ligne droite. Les pilotes sont obligés de freiner à l'entrée du 1, à l'entrée du virage 3. Beaucoup moins rapide en virage. Ça semble regrouper les pelotons, c'est ce qu'ils veulent faire. Et là, il faut freiner un petit peu plus qu'on le faisait avant ici à Homestead, qui est particulier comme circuit. Oui, justement, ils vont remodifier le circuit. Ils veulent faire un circuit à 2 virages. Parce que le problème, présentement, c'est qu'il n'y a qu'une ligne en virage. Les voitures ne peuvent pas courir un à côté de l'autre. Il y en a un pour qu'ils lâchent ou se retrouvent dans le mur. Donc, ils veulent faire 2 virages au lieu de 4, beaucoup plus d'appui, et puis ça va faire de plus belles courses. Ça fait une course plus serrée également au niveau de ces dépassements au freinage. Mais ça, on y reviendra parce que le drapeau vert va être donné dans un petit instant. Merci, Claude.
Merci Didier, merci à Claude. Explication extrêmement intéressante de sa part. Moi, j'ai hâte de voir la relance, Bertrand, parce que déjà, la lutte était absolument incroyable pour la tête. Et là, voyons voir comment De Ferrand va réussir à amener le peloton avec lui. On sait qu'il a pris la commande de l'épreuve. Alors, la voiture de tête regagne la ligne des puits, comme vous le voyez. Voilà De Ferrand qui accélère. Andretti suit immédiatement dans son sillon. C'est son privilège. Voyons voir si De Ferrand va réussir le départ. C'est fait. Bon départ pour lui. Bonne anticipation. Mais Michael Andretti est immédiatement resté derrière. Et il faut également voir Alessandro Zanardi qui est collé à Andretti. Donc, il en reste encore beaucoup à se mettre sous la dent d'ici la fin de cette épreuve. Alors donc, rappelons les positions telles qu'elles avaient été établies au départ, à la relance de la course. C'était De Ferrand, Andretti, Zanardi, Paul Tracy. On retrouvait par la suite Jimmy Vasser, Parker Johnstone, Mauricio Gugelmin et Greg Moore se présentaient par la suite en 8e position. Ça va avoir vu Patrick en 12e place à la suite de cette relance de course. On le dit 10e, semble-t-il maintenant. Au 61e passage. Alors, il y a eu donc amélioration rapide dans son cas. Première épreuve de la saison, une série qui en compte 17, une série qui de plus en plus devient internationale, qui ira au Japon dès l'an prochain, qui ira cette année en Australie et au Brésil, comme on l'a vu, qui viendra 2 fois au Canada, si évidemment la loi le permet, puisqu'il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la série kart pour les 2 épreuves Molson Indy au Canada. Et c'est une série qui, comme l'a dit Claude Bourbonnais, comme l'a dit Didier et Bertrand, qui est de plus en plus compétitive. Tu te rappelles, Bertrand, il y a 5 ans à peine, on voyait vraiment de ces pilotes et de ces voitures dont on disait qu'ils ou elles étaient des chicanes mobiles, là, en quelque sorte, faisaient figure de figurants. Eh bien, c'est de moins en moins le cas. Ça s'est beaucoup rajeuni. Avant, c'était une série presque des pilotes dans la quarantaine. Il n'y a que Bobby Rahal qui est dans la quarantaine maintenant, 44 ans. Alors, la grande majorité des pilotes sont dans leur vingtaine. Alors, imaginez ça, ça donne peut-être des bagarres assez solides en piste. On l'a vu l'an dernier, hein, beaucoup d'accidents, beaucoup d'accrochages. Les gens sont très agressifs. Évidemment, plus le niveau de compétitivité est relevé, plus ça joue dur parfois. Bon, alors question d'avoir des nouvelles fraîches à propos de Greg Moore. Allons retrouver Didier. Alors, on a capté une information en rapport avec ce dernier. On a parlé avant d'entrer au puits de ravitaillement d'une voiture qui était sous-vireuse, c'est-à-dire qu'il ne veut pas bien tourner dans les virages. On a demandé d'ailleurs du côté de Greg un ajustement lorsqu'on s'était amené au puits de ravitaillement. On va aller vérifier si justement cet ajustement a été payant. Si c'est le cas, vous devriez voir remonter la voiture bleue et blanche en tête de peloton avant longtemps. Est-ce qu'on confirme toujours que la nouvelle Reynard Didier sera disponible pour la prochaine épreuve? Oui, c'est pour l'Australie qu'on va la voir, mais comme vous l'avez mentionné en début d'émission, je pense pas que ce soit des avantages tellement de rouler une 96 présentement, comme on peut le constater avec une 4e position en qualification pour Greg Moore, qui a enfin retrouvé le sourire. Il sera sans doute menaçant au cours de cette épreuve. D'accord, merci. Ce que je trouve impressionnant, la performance de Ferrand. Pierre, il ne faut pas oublier qu'il a endommagé sa voiture de course. Alors qu'on voit un dépassement ici. Oui, c'est Gugelmin. Ouais. Alors, De Ferrand a endommagé sa voiture de course en qualification. Il a tapé le mur. On n'a pas réparé cette voiture. Il est donc au volant du Mulet, sa voiture de réserve, avec laquelle il n'a pas tourné vendredi ni samedi matin. Il a déjà tourné en essai avec cette voiture, mais pas à Homestead lors de cette fin de semaine de course. Et ça, c'est très bon. Il a utilisé au warm-up la période de rodage dimanche matin. Voilà, De Ferrand en tête. Et ça, bonne préparation de l'écurie Walker, il faut le mentionner, alors que Carpentier est maintenant 9e. Oui, absolument. Et on peut peut-être souligner que Vasser également, Bertrand, a dû faire la séance de qualif d'hier et l'épreuve d'aujourd'hui avec la voiture de réserve également. Oui, il y avait des ennuis sur sa voiture, mais très discret. Alors qu'on voit la reprise. Oh! Regardez cette arrivée spectaculaire de Mauricio Gugelmin qui a forcé Vasser à sauter sur les freins littéralement et à bloquer les roues. Pas Vasser, mais Zanardi. Ouais. Je pense que vous ne pourrez plus l'appeler Big Mo, Pierre. Ah non, il a perdu 40 livres dans les 13 derniers mois. Un peu comme vous, d'ailleurs, l'an passé. Oui, mais j'en ai repris un peu. Pas beaucoup, mais... Alors, Big Mo, je pense qu'il va falloir oublier ça. Il a même fait un demi-marathon récemment en 1h30. Assez fier de lui. Il se sort à jeuni. Il a été longtemps en Formule 1, le pilote ayant le plus de poids, évidemment. Et... il connaît jusqu'à maintenant, en tout cas, une entrée en matière percutante. Il n'y a pas seulement chez Bettenhausen où on prend les choses au sérieux, Bertrand. Chez Pac West également, on a décidé vraiment de développer un programme extrêmement rigoureux et extrêmement sérieux. Alors voilà
Voilà ce que ça donne, un tour de cette piste de Homestead, un superbe complexe de sport automobile. On peut utiliser, comme on l'a dit, en circuit routier, puisqu'il y a un design de piste à l'intérieur de cet ovale. Et on aperçoit Patrick Carpentier. Alors, Patrick Carpentier, donc, qui a reçu toutes sortes d'éloges, d'ailleurs, de nos collègues américains, nos collègues d'ESPN. Oui, c'était remarquable, Pierre, hein, au début. Et là, c'est Deferrand, le meneur, Deferrand, qui vient de percuter le muret. Il est outré, vous l'avez vu. Content. Il a probablement eu l'impression d'être touché. Il y a une autre voiture qui est immobilisée également, et c'est peut-être la voiture qui a touché Deferrand. Un autre coup de théâtre, donc, qui vient marquer cette épreuve de Homestead. Ça, c'est un peu typique de Deferrand, par exemple. L'an passé, on l'a vu à Toronto, impliqué dans un accident. À Medoyo, impliqué dans un accident. Ah, il s'est fait bouchonner, tout simplement à l'intérieur. Mais, j'ai hâte de revoir, Bertrand, parce que... Ouais, ça fait... fermer la porte. Mais, avait-il... le problème, c'est le privilège de passer là. Exact. Vitolo ne pouvait pas sortir de la trajectoire à ce moment-là parce qu'il était au point de corde. Et s'il sort de la trajectoire, il est dans la poussière, il est dans le mur. Bon. L'autre, c'était Papis, je pense, qui était là. Vitolo, ça c'est Vitolo. Et l'autre voiture qu'on a vue devant, si j'ai reconnu en tout cas la commandite, là. Vitolo, c'est pas le monsieur qui s'est accroché avec Nigel Mansell à Indianapolis il y a quelques années dans l'entrée des puits. Voilà. Et on avait failli assister à un combat de 12 rondes entre les deux. Vous avez une bonne mémoire, mon cher Bertrand. Je suis pas sûr que Deferrand soit pas coupable là-dedans, parce qu'il était très... Vitolo était au point de corde. Il a presque mis 2 pneus sur le gazon à l'intérieur. Meilleur angle de caméra ici, peut-être. Bon, alors ça, c'est Papis qui est devant. Vitolo, lui, est largement à l'extérieur. Mais... Pour ce qu'il arrive vite... Mais le problème... Non, il était à peu près vis-à-vis Vitolo. Et Vitolo, le problème qui existe, c'est qu'il lui a peut-être mal signifié. Il était complètement à l'extérieur, peut-être voulant... Vitolo n'a pas regardé. Voulant laisser la porte ouverte. Vitolo était concentré sur Papis devant lui aussi. Hein? Oui. Non, effectivement, Deferrand arrivait à l'intérieur pour passer Vitolo, qui s'est rabattu sur lui. Et il laisse. Mais aurait-il dû être un petit peu plus patient aussi? Ça, c'est le problème sur Oval. On a vu Tracy se faire coincer souvent dans ces circonstances. Et Deferrand laisse une belle facture à son propriétaire d'équipe. Il a endommagé la voiture principale lors des qualifs hier. Et là, il vient d'endommager la voiture de réserve. On va en profiter pour faire une pause. Nous sommes à nouveau sous le drapeau jaune à Homestead, en Floride. Ce reportage en antenne de RDS vous revient dans quelques instants. À tout de suite, chers amis. Trop vous brosser, c'est risqué. On peut abîmer ses cheveux. Un simple brossage peut enlever des protéines vitales, même causer des cheveux cassés. La solution? Le shampoing revitalisant Pantene Pro V. Pour aider à garder vos cheveux vigoureux, les provitamines de Pantene pénètrent dans la racine, tandis que le revitalisant aide à embellir vos cheveux dans toute leur longueur. Pour aider à garder leur allure saine, leur éclat et leur vigueur, ils cassent donc moins. Pantene Pro V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Donnez un coup de brosse. Les Bruins de Boston attaquent farouchement et foncent sur Ainsworth, le gardien du Canadien qui résiste. Gignac reprend la rondelle et tente de faire une passe à Nicky Moore, qui lance rapidement dans le coin chez les Blues. Tout est mis en échec ici. À Beach maintenant, le tricolore est en territoire adverse. Il lance et là, belle arrêt du gardien. Le Canadien est en contrôle. Le retour est le but! Les stations d'une séparée. Molson X, jeune depuis 1903. Alors, on vient de voir Ray Hall qui sort des puits. Et Bertrand a 3 cartons dans les mains. Un carton vert, un carton jaune ou un carton rouge. Et avec la reprise de l'accident à bord de la voiture de Deferrand, Bertrand va présenter ses cartons. Oh là là là. Ouais, Vitolo s'est rebattu sur Deferrand, mais il prenait sa trajectoire de course. C'est difficile à ce point-là. Lorsque vous n'êtes pas en ligne droite, c'est difficile d'être hors trajectoire de course parce que vous allez dans le mur tout simplement. Vous êtes sur la partie poussiéreuse de la piste. Il
faut vraiment énormément lever le pied pour qu'un adversaire puisse passer à l'intérieur. Mais normalement, il faut passer avant d'arriver dans le virage. D'accord, mais Bertrand, est-ce qu'on ne dit pas finalement que retardataire et s'il y a un doute en ovale, de garder le milieu, comme ça, on laisse l'option à l'autre pilote. Quoi qu'il en soit, Didier est en quille de Gilles de Ferrand. On va voir son appréciation et son évaluation. Et deux pilotes sont en train de parler. Ils parlent avec Claude Bourbonnais. Gilles, that's too bad. So tragic, it's almost funny. I mean, a ridiculous maneuver, really, and then taking me out. I can only think that the guy didn't see me, but I was right beside him and just turned in. And from that point on, there was nothing I could do. It was going very good for you. Very good. I mean, the team did a fantastic job ever since Friday morning started. The car was really running quite well. I mean, I was running at my own pace, and I mean, it was fine. It was looking good. I think we had a shot at the victory come the end of the race. No secret from your crash from yesterday? No, I mean, I'm perfectly fine. Modifications in the chassis for this year. Done a fantastic job. Best of luck for the next one. Thank you. Alors, Différent, qui vous l'avez constaté, de son côté, disait que, bon, j'étais à côté. Qu'est-ce que je pouvais faire? La seule explication, c'est qu'il ne m'est pas vu. On va peut-être demander à Claude, lui, ce qu'il en pense, parce que le pilote, lui, peut donner sa version. Le pilote qui a regardé donne quoi comme version? Ben, j'ai cru qu'il y avait peut-être un peu de verve d'aller se mettre le nez là. Il aurait dû penser que l'autre l'avait peut-être pas vu parce que c'était très serré et puis il s'est fait prendre. Il y a un petit peu l'erreur des deux côtés, mais je crois qu'il a manqué de jugement un peu. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez vu, vous aussi, les amateurs de course sont capables de faire une décision. Il est maintenant le temps de trancher. Ah, ben écoutez, ça vient de 3 pilotes. Alors, on va apprendre ce que vous nous dites, messieurs. De Ferrand, évidemment, étant la victime, et Claude et évidemment Didier connaissent également la partie, comme on dit. Pour avoir vu la reprise à bord, je suis d'accord avec Claude Bourbonnais. Ferrand dit j'étais à côté de lui lorsqu'il m'a frappé. Je m'excuse, mon ami Gilles, on a bien vu la reprise. La roue arrière de Vitolo a touché la roue avant de Ferrand. C'est vraiment tort partagé. Vitolo s'est peut-être abattu sans regarder ses rétroviseurs, mais De Ferrand a été trop audacieux là-dessus. Bon, alors, de toute façon, voilà le résultat. Ce sont de belles couleurs, hein, cette voiture de Denis Vitolo, mais on ne pourra plus les voir pour le reste de cette épreuve, la première de la saison. Évidemment, l'écurie de Tony Bettenhausen, pour les gens qui suivent le sport automobile d'un petit peu plus loin, est peut-être méconnu au Québec. Et Didier nous a préparé ce survol de la nouvelle équipe de Patrick Carpentier. Cette saison, Bettenhausen Motorsport est méconnaissable. Un nouveau pilote, Patrick Carpentier. 2 nouveaux ingénieurs d'expérience, recrutés chez Penske. Un nouvel atelier plus grand et plus moderne à Indianapolis. Mais une chose n'a pas changé, Alumax. Alumax pour aluminium. En passant, l'aluminerie de Bécancour est une filiale du géant américain. L'objectif d'Alumax est de promouvoir l'utilisation de l'aluminium dans l'automobile. Le matériau est léger et solide, exactement ce dont les ingénieurs ont besoin pour obtenir de la performance et une consommation d'essence minimale. Pas étonnant qu'une voiture kart soit faite à 40% d'aluminium. Depuis 1990, Alumax fait confiance à Bettenhausen Motorsport. Son propriétaire Tony vient d'une famille de gagnants. Lui-même pilote, il est le fils d'une légende du sport automobile. Avec la réunion d'Alumax, Bettenhausen et Carpentier, tout semble en place pour aspirer au championnat. Il reste à voir combien de temps ils auront besoin pour que la recette soit gagnante. Merci Didier. On est de retour en direct à cette épreuve, la première de la saison, circuit de Homestead en Floride. Jusqu'à maintenant, Bertrand, on n'a pas vu beaucoup d'arrêts au puits pendant ce deuxième drapeau jaune. Les voitures sont restées sagement derrière la voiture de tête. Il faut dire que les longues minutes qu'on a passées sous le drapeau jaune précédemment ont vraiment aidé les équipes en termes de consommation. On dit que Vasseur serait victime d'une crevaison et c'est ce qui explique que lui s'est amené dans la ligne des puits. Alors le voilà chez Ganassi. Alors là, on va en profiter pour faire le service. Le problème, quand ça se produit de cette façon, c'est que les fenêtres d'arrêt au puits deviennent complètement asymétriques par rapport aux autres. Et on a déjà vu des cas où ça aidait finalement, selon les circonstances, où ça aidait le pilote et l'équipe. On a vu d'autres cas où malheureusement, cependant, ça veut peut-être dire un court arrêt là, en fin d'épreuve pour ajouter quelques gouttes de méthanol. Et souvent, ça prive un pilote d'une victoire ou en tout cas d'une bonne position. Début de saison donc de cette série kart qui en comptera 17. Et si vous êtes tout excité
avec ce début de saison aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, je ne veux pas faire les rabat-joie, mais il faudra patienter un mois avant la prochaine épreuve qui sera disputée en Australie au début du mois d'avril. Est-ce qu'on est prêt à relancer, Bertrand? On voit les voitures qui accélèrent. Pascal Verretti est prêt, lui. Oui, Michael est prêt. Oui, mais regardez Parker Johnstone qui était prêt également. L'affaire est donnée et on roule à nouveau à Homestead. Et Alessandro Zanardi également était prêt, tout comme Paul Tracy, que l'on aperçoit derrière ceux-là. Parker Johnstone qui lui est hors séquence. Attention, on n'est pas dans le coup à donner un petit coup de main à Michael Andretti en ne laissant pas le passage à Alessandro Zanardi. On sait que des fois, en fin de course, Bertrand, sous un drapeau jaune prolongé, les chefs d'équipe vont souvent se parler entre eux, dire écoutez, tu vas laisser mon pilote passer, et ainsi de suite. Mais là, Johnstone n'a pas voulu. Patrick Carpentier est maintenant 7e, nous dit-on, au dernier relevé, tout juste derrière Greg Moore. Ça va donc très bien pour les pilotes canadiens, puisque Paul Tracy est également dans le coup. En 3e position. Voilà ce que ça donne. Après 77 tours, on est donc tout près de la mi-course. Carpentier, je lui disais, les pilotes d'Indy, c'est un peu comme les pilotes de moto. En moto, on dit qu'il y a deux sortes de pilotes. Ceux qui sont tombés et ceux qui vont tomber. En Indy, ceux qui ont touché le mur, ceux qui vont toucher le mur, parce qu'on sait que Patrick a touché légèrement le mur lors du camp d'entraînement kart fin janvier. Il m'a dit qu'il y a une 3e catégorie de pilotes à IndyCar, ceux qui vont encore toucher le mur. Ah oui? Oui, ben, disons qu'il vaut peut-être mieux se retrouver dans la 2e catégorie. Et pour Patrick, il était d'accord là-dessus. Aussi bien que cette leçon qu'il a tirée se soit produite dans le camp d'entraînement et que ça n'ait pas été trop grave finalement, qu'il n'y ait pas eu de blessure et ainsi de suite. Nigel Mansell aussi, qui venait de Formule 1, avait tapé durement à Phoenix, avait fait un trou dans le mur à Phoenix. Alors, il faut passer par là, malheureusement. Il faut savoir jusqu'où on peut pousser la voiture. Phoenix était devenu très dangereux. Là-dessus, on a Didier qui a des informations à nous donner à propos du carburant et de la consommation, Didier. Oui, on a une course très excitante parce que tout le monde y va à fond, mais il va peut-être falloir à un moment donné relâcher le fameux accélérateur pour sauver un peu de pétrole, comme on dit. Ce qui arrive, c'est que cette année, on a demandé aux équipes d'avoir une meilleure consommation de carburant. À savoir, au lieu de faire 1,8 000 au gallon, on doit faire au moins 1,85 000 au gallon. Ce qui fait qu'on devra peut-être faire attention à ce niveau-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une méthode bien particulière d'allouer le méthanol en question, c'est-à-dire qu'on calcule la distance à faire et on donne aux équipes dans les réservoirs que la quantité de méthanol nécessaire à faire la distance selon la consommation de 1,85 000 au gallon. Alors, si vous n'êtes pas sage à ce niveau-là, ça peut vous coûter cher. Il faut dire que les Honda, quand on parle des moteurs, sont moins performants, ont besoin de moins d'essence peut-être que les autres, ce qui pourrait les rendre un petit peu plus Mais un petit mot en terminant, du côté des murs de ciment dont vous avez parlé tantôt, ici du côté de Homestead, on les repeint à une vitesse incroyable, parce que si vous voyez des marques de pneus sur les murs, c'est qu'ils ont été faits dans cette journée-ci parce que hier soir, ils étaient sur le pinceau. Didier, si vous êtes près de Bettenhausen, si jamais l'occasion se présente, j'aimerais ça connaître l'appréciation de ce qui se passe chez Bettenhausen à la mi-course et un peu plus maintenant de cette superbe prestation de Patrick qu'on voit immédiatement derrière Greg Moore. Si vous êtes dans le coin, on aimerait avoir des nouvelles. Merci. On y court. D'accord. Courez pas trop vite quand même. Il fait chaud aujourd'hui à Homestead. Moi aussi, j'ai quelques kilos à perdre, j'en ai repris. C'est une bonne guerre. Merci, Didier. L'autre anecdote sur Patrick, hier, il y avait une réunion des pilotes vendredi matin. Patrick s'est présenté, il a dit qu'il avait été reçu très froidement par les vétérans de la série. Il dit finalement, ça me dérange pas parce que je tiens pas nécessairement à leur parler parce que si vous faites ça, ils veulent absolument vous intimider. C'est un peu la façon dont ils vous regardent lorsque vous leur serrez la main. Et je pense que l'accueil est inversement proportionnel à la rapidité du pilote. Patrick est rapide. On le voit plus comme un adversaire que comme un autre pilote. Là, écoutez, il faut quand même voir ce qui se dessine. Là. Patrick Carpentier s'amène immédiatement derrière Greg Moore. Il y a Gugelmin qui est immédiatement devant. Alors, écoutez, jusqu'à maintenant, comme on l'a dit, on a complété 85 tours sur 148. Ça va drôlement bien pour Patrick Carpentier. Et moi, ce qui me rassure, c'est que ça va exactement dans le plan de match qu'il s'était fixé lui-même. Et la voiture semble se comporter de façon superbe, quoique Didier aura peut-être d'autres informations pour nous un petit peu plus tard. Oui, on aime faire beaucoup de comparaisons. On peut dire que Villeneuve, sa première course sur Oval, c'était à Phoenix, c'était qualifié deuxième, n'avait pas terminé. On se souviendra d'un accident multiple
lors de cette épreuve. Et Greg Moore, l'an passé, s'était qualifié 6e, avait terminé 7e. Oui. Oui, absolument. Tiens, qui avait été un beau résultat pour lui parce qu'on vous l'a dit plus tôt, il était tombé un tour en arrière des meneurs en raison d'une pénalité à un moment donné. Patrick, il a dit, hein, moi aussi, j'ai réglé ma voiture pour la course. C'est ce qu'il a fait. Il est à l'aise, semble-t-il. Et ça en ovale, un retardataire qui le laisse passer. Oui, absolument. Beau geste sportif. Il faut dire que Patrick a vraiment, Bertrand, l'an dernier, il a tout raffiné. Il a réécrit le livre des records en Atlantique. Mais il a notamment peaufiné et raffiné son pilotage sur circuit ovale. Il l'avait dit lui-même, c'est un petit peu le problème qu'il avait à surmonter il y a déjà de ça quelques années. Mais l'an dernier, il a été impeccable. Il a vraiment tout appris. Alors, ça a été une excellente école et une école révélatrice que ses performances de l'an dernier. Wow, c'est réussi avec... Scott Pruitt que vous apercevez. Ce sont les nouvelles couleurs chez Pat Patrick cette année. Le commanditaire Brahma, c'est une bière sud-américaine qui était avec Barry Green l'an dernier. Exact. Si saison désastreuse. C'est le commanditaire que Raoul Boesel, d'ailleurs, traîne avec lui. Et là, il a réussi à amener cet important commanditaire chez Pat Patrick, qui a deux voitures donc aux couleurs Brahma cette année. Pour vous donner quelques chiffres, Bettenhausen sur l'écurie a un budget d'à peu près 8 millions. On sait que Villeneuve avait gagné le championnat avec à peu près une somme identique. On parlait de 6, 7, 8 millions chez Green lorsqu'il a gagné son championnat. On dit que Patrick reçoit un salaire de $1,5 million par année. Alors, ça c'est bien, merci. Et l'hypothèque de la nouvelle maison d'Indianapolis. Ce qui est exceptionnel chez Carpentier, c'est qu'il a gradué en Formule Indy par son seul talent. Ça, là, c'est extrêmement rare. Soit les pilotes doivent amener un commanditaire, soit ils doivent amener leur propre argent. Mais monter exclusivement au talent comme ça, c'est exceptionnel. Pour ceux qui ne savent pas, rappelons que Patrick a mérité son valeur. Il a téléphoné à Bettenhausen. Oui, il a téléphoné à Bettenhausen qui cherchait un pilote à la suite de la retraite de Johansson. On a testé le champion européen de Formule 3000, c'est pas n'importe qui, surtout qu'il était là à la suggestion de Mercedes, c'est pas n'importe qui. On a testé aussi Alan McNish qui était là à la suggestion de Reynard, celui qui fait le châssis, et Tom Christensen, un autre pilote de Formule 3000 avec une bonne réputation. Patrick était le deuxième plus rapide. Mais Bettenhausen a dit qu'il m'a séduit par sa qualité de son travail avec les ingénieurs, ça c'est très important. Aussi sa volonté de courir en Amérique du Nord, parce que évidemment, lui veut faire carrière en IndyCar, contrairement peut-être aux Européens qui viennent ici à reculons pour retourner en Formule 1 le plus vite possible. Alors, Patrick, qui a vraiment séduit tout le monde, des bonnes discussions, bon dialogue technique avec ses ingénieurs, et ça, il faut tellement régler ces voitures-là que c'est aussi important que la rapidité pure d'un pilote. Et Bertrand, ce que son agent, maître Jean-Pierre Bellumeur, me racontait, c'est qu'il a été instantanément l'homme de Tom Brown. Et Tom Brown, bien évidemment, c'est la deuxième oreille de Tony Bettenhausen, c'est la moitié du cerveau de l'équipe, enfin bref. Et Tom Brown a dit instantanément à Tony Bettenhausen, voilà le pilote qu'il nous faut. Et on a fait une petite cérémonie officieuse le soir même en remettant le casque à Patrick Carpentier. Son agent a dit à Tony Bettenhausen, Tony Bettenhausen lui a demandé, est-ce que tu penses que je l'ai séduit par ce geste? Il a dit, je pense que oui. Et on connaît la suite. Et il y en a une qui doit être extrêmement nerveuse présentement, mais heureuse à la fois. C'est Annick Dunn. C'est la compagne de vie de Patrick Carpentier. Elle est en compagnie de Didier. Oui, je suis en charmante compagnie, c'est le cas de le dire. J'ai voulu parler à M. Bettenhausen et à M. Tom Brown. Ils sont très concentrés, mais on voit qu'il y a beaucoup d'excitation dans leur regard. Là. Ils veulent garder tout le contrôle, le plus de contrôle possible sur ce qui se passe. Annick, un peu nerveuse en bordure de piste comme ça? Oui, c'est sûr qu'on est super nerveuse parce que c'est tous de bons pilotes. Fait qu'il y a une féroce compétition. C'est énervant. Est-ce qu'on s'imaginait ça aussi gros, l'IndyCar? Non, jamais. Quand on est en Atlantique, on pense que c'est ça le show. Mais c'est un autre monde. C'est complètement différent. L'Atlantique, c'est super bien aussi, mais c'est vraiment autre chose. Comment il était, Patrick, ce matin? Comment il était au réveil ce matin, Patrick? Il était nerveux. Évidemment, son premier départ, alors il était très nerveux. On va lui souhaiter bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Didier. Quel beau sourire. Ça nous réconcilie avec la vie, comme on dit, pour ceux qui sont un peu pessimistes de nature. Annick a du travail à faire aussi parce qu'elle doit évidemment apprendre l'anglais rapidement parce qu'on sait que le couple s'est installé à Indianapolis, tout près des quartiers généraux de l'équipe.
Alors, ils ont l'air très heureux tous les deux et bravo. Ça ajoute évidemment toute cette dimension qu'on oublie parfois dans le monde du sport. Là-dessus, nous allons faire une pause avec une épreuve vraiment spectaculaire d'entrée de jeu en saison 97. Nous serons de retour dans quelques instants à l'antenne de RDS. Pringles, quand on croque, on craque. Sans limite. Alors, nous serons, enfin pas nous, mais le prochain reportage vous parviendra directement d'Australie, Surfers Paradise, samedi 5 avril, 23 h à cause de ce décalage horaire énorme entre l'Australie et l'heure de l'Est. Donc, soyez avec nous dans un mois. Voilà le classement, 97 tours de complété. Ce qui est intéressant, regardez Pierre, moteur Ford, moteur Honda, moteur Mercedes. Trois premières places, châssis Swift, châssis Reynard, châssis Penske. Assez intéressant. C'est très intéressant. Bertrand, on a entendu l'évaluation de ce qui s'est passé de la part de Gilles de Ferrand. Voyons voir si Denis Vitolo a une version différente. Il est en compagnie de Didier. Oui, ça c'est l'envers de la médaille. Il se dit victime, il va le confirmer dans un instant. Denis, what's your point of view about that little incident? Excuse me. Max Pappas came by me going down to turn 3, came out of 2, and I let him by, and then when I tried to get in behind him, he stopped very, very hard on the brakes. I had to get very close, and I tried hard not to avoid hitting him, and in the middle of all that, I think Gilles tried to get by also, and he was committed, and it left Gilles nowhere to go, me nowhere to go, and it was just one of those things. We all ran out of room. Feel like a victim? Well, it's racing, not really a victim. It's racing, unfortunately. Best of luck for Long Beach. Thank you. C'est intéressant, mais il n'y a peut-être pas tort sur le fait que Max Papis a semblé sauter sur les freins, Bertrand. Et en tout cas, moi, il m'a semblé que Papis, qui était devant, a peut-être été un peu à l'origine de tout ce qui s'est passé par la suite. Papis a passé Vitolo, il est arrivé probablement trop rapide dans le virage, a freiné devant Vitolo. Puis aussi à freiner, il est allé un peu vers sa gauche pour l'éviter carrément, et De Ferrand était là. Je trouve que De Ferrand n'était pas vraiment vis-à-vis Vitolo pour effectuer cette tentative de dépassement. C'est pris un petit peu tard. Il aurait dû être un petit peu plus patient, mais ça, c'est facile à dire. Lorsqu'on roule à 390 000 à l'heure de moyenne en 28 secondes sur un ovale de 1 minute et demi. Et pour l'instant, on parle évidemment de l'excellente prestation de Patrick Carpentier, de Greg Moore également, mais il y a peut-être une superbe page d'histoire qui est en train de s'écrire, Bertrand, parce qu'à sa première course, le châssis Swift roule en tête avec Michael Andretti au volant. Et pour conclure un petit peu sur l'incident dont parlait Bertrand et pour Vitolo, on va revoir une autre fois alors que Parker Johnstone quitte les puits de ravitaillement. Alors regardez bien, Papis passe et c'est vrai qu'il a l'air à sauter sur les freins à ce moment-là. Oui, châssis Swift a fait ses premiers essais la 3e semaine de janvier seulement. Il n'y a pas tellement longtemps. Il faut dire qu'on a tout fait ça en 8 mois, du début de la conception jusqu'à la mise en piste de la voiture. Et, on vous l'a dit un petit peu plus tôt. Oh, Andretti au puits. Oui. On vous le rappelle, dernière victoire d'un châssis américain, un châssis Wildcat, en 1983 avec un nouveau pilote favori, Gordon John Cock. Ah, oui. Le légendaire, le roi des pistes ovales, Gordon John Cock, un des rois des pistes ovales, parce que je pense que le plus grand sur piste ovale aux États-Unis aura été Rick Mears dans l'histoire du sport automobile nord-américain. Il y en a eu des bons, il y a eu Tom Sneva, il y a eu John Cock, mais il y a eu AJ Foyt. Mais je pense que Rick Mears a été absolument unique sur les circuits ovales. Bon, alors voilà le travail chez Newman Haas. Eh bien, Carl Haas doit être extrêmement ravi présentement. Il y en a un autre qui doit être ravi, c'est Hiro Matsushita,
pas comme pilote, mais comme celui qui détient les droits d'importation des châssis Swift aux États-Unis. Celui-là, c'est Scott Pruitt, oui, qui retourne en piste. Didier a des nouvelles importantes pour nous. Didier? Oui, Patrick il vient de sortir des puits. Ça a coûté cher cet arrêt-là. Au plus de 19 secondes, c'est qu'il a calé le moteur de sa voiture lorsqu'il a voulu redémarrer. Et vous avez vu des images de Pruitt qui repartait sur la piste là. Eh bien, il y a presque eu contact entre lui et Boesel, son coéquipier. Alors que Boesel rentrait au puits, alors que Boesel sortait du puits, Pruitt entrait. Il y a presque eu contact. Et je ne sais pas si vous pouvez venir à l'image. J'ai parlé de petites lignes noires tantôt laissées par la voiture de Patrick Carpentier. Regardez-moi la belle trace qu'il a laissée, les belles traces qu'il a laissées en partant. Parfait contrôle en dérapage, alors que la fumée, les pneus s'envolant en fumée, il est littéralement déchaîné. Ah, il a déjà les qualités que l'on reconnaissait à Paul Tracy, qui était particulièrement élégant dans ses sorties de la ligne des puits. Merci Didier. Tout le monde s'arrête, comme on le constate, Bertrand. Et l'ennui chez Zanardi, Pierre, la roue arrière droite. Oh là là, ça va lui coûter cher. Est-ce que c'est le cric hydraulique qui fonctionnait plus ou moins bien? Il semblait avoir difficulté à placer la roue tout simplement sur le moyeu. Oh, est-ce que c'est... Oh. Une voiture arrêtée, ça serait Papis. C'est Papis, hein, oui, je pense. C'est inquiété, hein, ce sont les anciennes couleurs de Bettenhausen, celle-là. Moi aussi, une fraction de seconde, je me suis dit, oh non! Mais c'est bien Massimilio Papis. Wow, attention, c'est à la sortie des puits. Il est exactement à la sortie des puits. Oui, c'est bien Papis qui est là. Alors... Greenmore va éviter de justesse un peu. Oh oui, je comprends. On a parlé, évidemment, d'Alessandro. Probablement... Oh là là, que ça passe vite à côté. Un peu dangereux, là. Bon, voilà le jaune, on le donne. Ben là, il fallait, parce que c'est beaucoup trop dangereux à cet endroit précis. Oui, ça, c'est excellent pour Tracy, parce que les autres s'étaient arrêtés sous drapeau vert. Et Tracy, lui, va en profiter pour ravitailler sous drapeau jaune. Ça devrait l'aider, lui faire gagner des places. Il est chanceux, mais c'est bon aussi pour des pilotes qui ont eu de moins bons arrêts, comme celui de Patrick, qui a été particulièrement long. Alors, ça va au moins resserrer la situation. Alors nous, on va faire une pause. On aura bien d'autres éléments à vous présenter sous le drapeau jaune. Ce reportage vous parvient de Homestead, en Floride. Hey Annie! Salut! Quel chapeau! J'ai pas le choix. Mes cheveux sont un désastre. Regarde toutes ces pellicules. Pourtant, c'est facile de s'en occuper avec le bon shampoing. Tiens. Avec un shampoing ordinaire, les pellicules peuvent revenir. Mais Head & Shoulders aide à éliminer et freiner les pellicules avant même leur apparition. Vous pourrez dire adieu aux pellicules. Et vos cheveux? Oh, mes cheveux sont superbes. Merci. Hey, ton chapeau! Pourquoi faire? Head & Shoulders. Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. Pour des nouvelles des skieurs de chez nous et une revue complète des différentes épreuves de la Coupe du Monde, rien de mieux qu'un tour du monde à ski. Avec Philippe Junot, apprenez à mieux connaître les figures dominantes du ski au Québec. Une émission remplie d'informations qui plaira à tous ceux qui s'intéressent au merveilleux monde du ski. Le tour du monde à ski Volkswagen, vendredi 18h. Alors Bertrand, Greg Moore est à la ligne des puits, il repart. Paul Tracy vient de faire la même chose. Oui, il a fait en 10.4. Exact. Et ils l'ont fait, Bertrand, sur ce nouveau règlement qui est absolument intelligent. On permet dans un premier temps, avec un signe plus ou une croix, si vous voulez, aux pilotes qui sont sur le tour de tête de s'amener au puits. Et par la suite, on admet les pilotes qui se retrouvent précédemment. Il y a tellement de gens qui perdaient bêtement d'excellentes positions en piste parce que le hasard faisait qu'on ouvrait la ligne des puits à un moment où ils venaient eux-mêmes de passer la ligne d'entrée. Alors, oui, c'est ça. On fait un tour ou deux alors qu'il y a non-accès au puits. Puis on ouvre les puits, comme tu dis, seulement à ceux qui sont dans le tour du meneur. Alors,
beaucoup plus sécuritaire aussi, parce que même si on a une limitation de 60 000 à l'heure dans les puits, c'est toujours dangereux lorsque tout le monde s'engouffre en même temps. Ben, c'est sûr. Okay. Là-dessus, on va à Didier qui a des informations à propos de Greg Moore. Quel travail d'arrêt au puits, mon cher Didier. Hein? Oui, un bon travail. Peut-être pas autant que celui de Tracy, parce que si vous jetez un coup d'œil sur mon chrono, vous aurez la réponse tout de suite à la durée de l'arrêt au puits de M. Moore. À 13 secondes, virgule, attendez que je regarde moi aussi, 0,7. Ah, ben c'est moyen. Oui. Ça semblait plus rapide à l'œil. C'est ça, c'est un bon arrêt. Mais là où Greg Moore et l'équipe Forsythe Players ont été chanceux, c'est quand, justement, on est arrivé pour faire entrer au puits de ravitaillement Greg. Et là qu'on a vu qu'on allait sortir le drapeau jaune, on a dit « Stay on the track », pour justement permettre de faire son arrêt sur ce drapeau jaune et non en situation de drapeau vert. Alors, on a été un petit peu chanceux de ce côté-là. Mais on profite de toutes les chances, justement, qu'on peut avoir pour essayer d'aller chercher cette première victoire tant attendue. Laissez-moi vous dire que dans ce sens-là, Greg Moore, elle est là, très affûté, on ne veut pas dire un petit peu de salive qui coule ici en vitesse de pointe. Absolument. Ben, en tout cas, ça ressemble, comme l'a dit Bertrand précédemment, à son entrée en matière. Ça, c'est la voiture de Gilles Deferrand qui est offerte là, quoi, c'est en démonstration, presque. Une note sur Greg Moore, vendredi, deuxième séance d'essai. Greg Moore, sa voiture s'est arrêtée en piste à bout d'essence. Et ça, c'est un vieux truc. C'est-à-dire que en début de saison, comme ça, on connaît exactement la consommation d'essence sur un circuit donné. On va jusqu'au bout du réservoir et lorsque la voiture tombe en panne, on sait qu'on a tout utilisé. Alors, on peut vraiment, avec grande précision, connaître la consommation en carburant de la voiture. Alors, un vieux truc pour Forsythe, même si ça embête les autres pilotes d'avoir une voiture mobilisée en piste. Alors, Bertrand, il y avait un invité de marque au cours du week-end, ou enfin un visiteur de marque. Oui. C'est Jacques Villeneuve et notre collègue Didier Scranon l'a rencontré. Grande visite du côté de Homestead, c'est presque pas des vacances parce que, Jacques, on vous aborde assez régulièrement. Ben oui, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas vu tout ce monde-là, donc il y a beaucoup de monde, mais ça fait plaisir un peu de voir l'ambiance. On vient faire quoi à Homestead? Un petit arrêt en allant en Australie. Donc c'est surtout pour voir un peu les gens que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Parlant de l'Australie, j'ai fait un brin de jasette avec Craig Pollock qui me disait « Il est fort cette année, encore plus fort, on se sent prêt plus que jamais. » On a eu des bons essais. On a eu des très bons essais, la voiture est très vite. Et lors des derniers essais, au moins la voiture a tenu le coup. On a pu faire 140 tours sans que rien casse, donc je suis assez confiant maintenant. Et puis bon, j'ai toute une saison derrière moi. Maintenant, j'ai un bon bagage, donc ça devrait se passer au moins aussi bien que l'année passée. La cohabitation avec M. Frenzen, ça va bien? Pour l'instant, ça va très bien. On n'a pas beaucoup discuté. On a fait chacun notre travail de notre côté, mais ça se passe bien, oui. Merci, Jacques. Bonne saison. Merci. Cohabitation va bien parce que Jacques est devant Frenzen. Ah, ouais. Mais quelle belle image, hein? Barry Green, Tony Ciccarelli et Jacques Villeneuve. Ils ont marqué à leur façon l'histoire de cette série avec le championnat, la recrue de l'année d'abord et le championnat par la suite. On s'apprête à relancer l'épreuve, Bertrand. Alors, toutes les données ont encore changé là avec ce drapeau jaune et cette série d'arrêts au puits. Ah, pas tout de suite. Encore un tour là-dessus, oui. Alors, toujours Andretti devant Tracy. Oui. Et là, ben, en principe, on va être en mesure de rallier l'arrivée avec le carburant qui est à bord. Oui, on parlait d'une autonomie de 45 tours. Alors, ouais. Voilà ce que ça donne depuis le poste du responsable du départ. On était à bon siège. Alors, Andretti, Tracy, Vasseur, Moore 4e, Pruitt 5e, Zanardi. Ben, Zanardi, oui, effectivement, ils sont en nuit de pneus arrière. Exact. Droit, là. Exact. Tout à fait, oui. Voilà, on aperçoit également Patrick Carpentier, donc légèrement en repli, dis-je. Avant même la série d'arrêts au puits, il avait perdu une position. Alors voilà, est-ce que la voiture a regagné la ligne? Non, pas encore. Alors je croyais qu'on allait relancer selon les informations qu'on nous avait données. Mais il semble qu'on le fera un peu plus tard. On ne voit même pas en général, lorsque le préposé qui est dans le siège du passager de la voiture de tête, il fait signe de l'index
qu'il reste un tour sous le drapeau jaune, mais là, vraisemblablement, il en restera au moins 2. Alors, on a également rencontré les autres pilotes, notamment Alessandro Zanardi. Plusieurs pensent que s'il remporte le championnat cette année, et il est l'un des favoris, qu'il retournera en Formule 1 et qu'il aimerait bien y retourner. On sait qu'il avait fait de brèves incursions en Formule 1 avec Lotus, un petit peu avec Minardi, un petit peu avec Jordan. Il avait été pilote d'essai chez Benetton. Alors, on pense qu'il pourrait peut-être revenir par la grande porte l'an prochain en Formule 1. On lui a demandé s'il était quand même déçu ou s'il était heureux de revenir à nouveau en Série Kart cette année. Parce que moi, le dernier championnat très important que j'ai gagné, c'était en 87, en karting. Alors, pour moi, c'est vraiment très important, pour moi-même, de voir si je peux gagner quelque chose de vraiment important quand j'ai la possibilité. Cette année, je pense la première fois dans ma carrière dans l'automobile que j'ai vraiment une grande possibilité de gagner un championnat. J'ai tout qu'il faut voir pour gagner un championnat. Alors voilà ce que ça donne, donc les propos d'Alessandro Zanardi. On se rappellera tous, Bertrand, on peut dire comme ça, je pense, de son dépassement d'anthologie à Laguna Seca l'an dernier. J'ai encore revu la reprise hier et on en a à la chair de poule à chaque fois. Voilà ce que ça donne après 117 tours. Oui, on peut mentionner qu'à l'intérieur, à droite de votre écran, ce sont donc les meneurs et dans la ligne de gauche, ce sont ceux qui sont en retard. Alors, on ne mélange plus les gens comme on le faisait auparavant. Alors, normalement, ceux qui sont à droite devraient laisser passer les autres. Alors, le temps est très beau. Il y a eu quelques nuages, mais finalement, ça a peut-être rendu la piste encore un petit peu plus adhérente avec des conditions couvertes de temps à autre. Rappelons que Jimmy Vasser avait gagné l'an dernier, comme l'a dit Bertrand, ça avait été la première étape, mais une étape importante dans la conquête de son titre. Oui, pourquoi ça prend tant de temps à relancer la course? On a des ennuis de chronométrage pour le classement, surtout avec les retardataires. C'est pour ça qu'on vient de voir Pruitt aller se placer en avant de la rangée à gauche de votre écran. On a des petits ennuis, là. On est un peu mélangé en chronométrage. Alors, on vient de voir Pruitt aller s'installer en avant de la ligne extérieure. Et c'est pour ça qu'on tourne, là. Il n'y a plus de voitures endommagées. Toutes les voitures d'intervention ont repris leur place. Donc, c'est tout s'assurer que le classement est bien à jour pour relancer cette course. Oui, mais c'est tant mieux. Important, oui. Aussi bien prendre un tour ou deux de plus et le faire correctement. Ouais, donc, comme l'a dit Bertrand, on attire l'attention sur les voitures qui roulent à gauche. Vous avez donc là l'ordre des voitures sur le tour de tête et dans la bonne séquence. Alors, officiellement, Patrick Carpentier est 10e et on inscrit 2 tours de retard. Donc, il y a 4 voitures sur le tour de tête et la 4e en liste étant évidemment Greg Moore. Eh bien, on a vu Jacques Villeneuve un petit peu plus tôt. Ça nous permet de vous lancer l'invitation pour la saison de Formule 1 qui prendra son envol. La course est présentée, l'épreuve, samedi le 8 mars à 22 h. Il y aura à 21 h une émission d'1 heure d'avant-course. Mais vous ne voudrez pas non plus rater la séance d'essai officielle de ce Grand Prix de Formule 1 d'Australie qui sera présentée vendredi soir en raison évidemment du décalage horaire. Et Didier a d'autres nouvelles pour nous maintenant. Bon, on a parlé tantôt des ajustements du côté de la voiture de Greg Moore. On peut pallier à un problème de sous-virage ou de survirage en jouant également avec ce qu'on appelle les barres de torsion. Et pour les ajuster ici, on montre les 2 leviers pour la barre de torsion à l'arrière, pour la barre de torsion à l'avant. Bien sûr, pour être en mesure de vous montrer ces 2 pièces, j'ai dû retirer ici le volant de la voiture, le mulet, si on veut, de Mauricio Gugelmin. Alors, merci à l'équipe PacWest qui, cette année, semble plus agressive et plus à l'attaque que jamais. Merci Didier. Donc, voilà un autre tour qui est complété sous le drapeau jaune. Et là, je pense que le signe est bien évident. Oui, alors ce sera un autre tour. Et on va relancer cette épreuve de Homestead en Floride, là où il y a eu épreuve de la série Indy Lights un peu plus tôt aujourd'hui, là où il y a eu épreuve également de la série Toyota Atlantique hier. Victoire
Stuart Anthony Lazzaro. Et il faut rappeler que les épreuves de la série Atlantique vous sont également présentées sur les ondes de RDS. En tête, c'est deux gars qui s'aiment pas. Hein? Andretti et Tracy, depuis l'an passé, ils avaient été coéquipiers chez nous Menace. Depuis l'an passé, ils s'aiment pas. On sait qu'Andretti a accroché Tracy. Et Tracy, c'était pas donné qu'un T-shirt, l'école de pilotage pour les aveugles de Michael Andretti. C'est vraiment pas l'amour, c'est le moins qu'on puisse dire entre les deux pilotes. On ne se fera pas de cadeau en piste. Didier, avant la relance de la course. Oui, vous parliez de pilotage aveugle comme tel. Il y en a un qui est maintenant rendu borgne, si vous me permettez l'expression. C'est Alex Zanardi qui, paraît-il, a perdu le miroir gauche de sa voiture. Alors, si quelqu'un se pointe à l'intérieur, ben, il ne le verra pas. C'est peut-être tant mieux pour lui, alors que le verre est donné dans un instant. Absolument. Merci Didier. Le verre est donné, comme il l'a dit, et c'est relancé cette épreuve. Alors, Andretti a profité de sa position de commande pour bien relancer la course de Homestead. Paul Tracy est donc deuxième. Jimmy Vasser troisième. Greg Moore quatrième. C'était les seules voitures sur le tour de tête. Oui, Pruitt qui a nuit à Tracy un peu. Sûrement Andretti de... Regardez cette vitesse ahurissante qui est atteinte. On a roulé en qualification à 195 000 à l'heure de moyenne, dans le cas de la pole en tout cas. Andretti, quel pilote. Il nous l'a montré dans le rien. Il n'avait pas la meilleure combinaison avec un châssis Lola, un moteur Ford l'an passé. Il a quand même gagné 5 courses, le plus haut total de tous les pilotes l'an passé. Il est très confiant. Dès qu'il est embarqué dans cette nouvelle Swift, il a dit « Je peux être champion ». Alors ça, c'est bon signe. Une voiture bien née, c'est-à-dire qu'une voiture qui fonctionne bien dès ses premiers tours de roue. Bon. Le problème, Bertrand, avec Andretti, c'est qu'il a complété que 1571 tours et il a donc malheureusement dû souvent abandonner par rapport à Jimmy Vasser, dont la constance en piste a expliqué en grande partie la conquête du championnat. Il a 4 victoires, mais il a complété près de 2000 tours, 1990 en piste. Alors, ça explique grandement son championnat. C'est sa bonne combinaison, hein, parce que lui avait le Reynard en Firestone. Ouais. Exact. Et celui qui a complété le plus de tours en tête, mais là, largement, c'est Alessandro Zanardi. Avec 610 tours menés, il a été meneur d'une épreuve à 26 reprises, imaginez, par rapport à 12 pour Jimmy Vasser. Alors, pas étonnant qu'on le place comme le favori pour le championnat cette année. Tracy, une saison importante pour lui. Il a nu un peu sa réputation l'an passé. Beaucoup d'accidents. Il poussait trop fort avec une voiture pas performante, la Penske, qui était ratée l'an passé. Aucune victoire pour Penske, la première fois depuis 1976. Imaginez Roger Penske. On dit qu'il s'implique beaucoup plus cette année. Alors Tracy, une saison importante, il doit se rebâtir une réputation. Il a connu une année difficile même sur le plan personnel. On l'a appris tout récemment, un divorce avec son épouse. Il dit que ça l'a énormément affecté, un divorce difficile. Ça, il faut comprendre des pilotes qu'on sait que la confiance, l'aspect psychologique du pilotage est très important. Oui. Alors Tracy n'était pas du tout un peu affecté quand même par cette histoire l'an passé. Il s'est dit pleinement en forme cette saison. On raconte, Bertrand, que Roger Penske n'a pas pris de chance, qu'il a 2 Reynard toutes neuves dans son garage, au cas où. Je ne sais pas s'il avait un doute sur son châssis, mais enfin, bref. On se rappellera que, finalement, les Devon chez Penske s'étaient amorcés à Indianapolis il y a 2 ans, lorsque, évidemment, l'équipe avait connu vraiment une séance de qualification cauchemardesque et tout un week-end de cauchemar. Oui, à la fin de la saison de 96, Penske a fait des essais avec une Reynard 96 pour faire une espèce de comparaison. Et lorsque la nouvelle Penske est arrivée, Roger s'est dit, on va te comparer encore. Alors, à la mi-février, Tracy a tourné à Homestead sur une vieille Reynard et sur une Penske. On lui a demandé pourquoi. Il a dit, c'est une idée de Roger. Il n'a pas l'air très, très heureux de cette idée. On a dit que c'était concluant comme comparaison. On a dit, ben non, la Reynard, on ne la connaît pas assez. On ne peut pas rouler à fond, faire de vraies comparaisons. Alors, quand on dit que Roger s'implique beaucoup, il s'implique peut-être trop à certains moments. Parce que Tracy n'a pas l'air heureux de cette expérience de tester avec une Reynard 96. Ouais. Et puisqu'on parle de Penske et d'anciennes voitures, il faut dire que chez Bettenhausen, on a progressé à ce niveau-là. Tu te rappelles, on achetait les Penske de l'année précédente à l'époque chez Bettenhausen. Alors évidemment, ça donnait un châssis qui était bon, qui avait fait ses preuves, mais qui avait une année de désuétude. Didier a un petit potin pour nous, hein? Bon, alors on va revenir à Didier dans quelques instants, qui est en train de négocier, je pense, sa prochaine entrevue. Et ça, Pruitt, c'est un de ces pilotes qui avait acheté une Lola. L'écurie Patrick avait acheté des Lola.
Et on s'est rendu compte avant le camp d'entraînement à Homestead fin janvier que Lola ne fonctionnait pas. Beaucoup de problèmes de fiabilité, beaucoup de problèmes de tenue de route. On a oublié ça, on a acheté des Reynard. C'est des voitures que l'écurie n'a pas encore bien maîtrisées, ne connaît pas encore bien. Et bel exploit de Pruitt, rouler en tête comme ça, en tête de peloton, pas en tête de course, au volant d'une voiture qu'il ne connaît pas encore. Exact. Je pense que Didier a d'autres nouvelles pour nous depuis la ligne des puits. Didier? Oui, on parlait de M. Andretti. On patinait un petit peu. Là. Michael, qui, comme on le sait, lui, il est allé avec une nouvelle petite amie, si on veut, et qui est professeur d'éducation physique. Et on dit qu'il travaille à peu près 4 heures par jour au gym là, pour se faire une carrure d'athlète. Ça paraît d'ailleurs. Hein? Oui, ça paraît. Ouais. Il a beaucoup maigri de la taille et pris un petit peu de muscle. Et là, je laisse passer Paul Newman, à qui j'ai fait un petit brin de Josette juste avant pour lui demander une entrevue. Il m'a répondu tout simplement « I'm really too nervous at that point ». Alors, il est très nerveux. Et si vous voulez voir un monsieur un peu nerveux, Jacques, à la caméra, on peut peut-être aller sur Carl Haas. Attendez qu'il ait fini d'écrire et regardez-le bien ensuite tapoter avec sa main sur sa feuille. Regardez ça. Est-ce qu'il est nerveux d'après vous, monsieur Carl Haas, en ce moment? Oui. Alors, ça vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe présentement. Pendant que si on va tout droit, on voit, c'est trop tard, un Christian Fittipaldi qui, lui, regarde tout ça avec un air vraiment de déception passablement élevé, si on veut, parce que lui sait qu'il aurait pu bien faire également avec une voiture Swift qui, ma foi, est fort bien née. Et je pense qu'il réalise finalement qu'il est temps de coller une série de bonnes performances là, à Christian Fittipaldi. Je ne dis pas qu'il est le seul responsable de ces mésaventures, mais les attentes étaient extrêmement élevées quand il s'est amené en Formule 1 et lorsqu'il est devenu le coéquipier d'Andretti chez Newman Haas également. Alors, sans dire que c'est un mauvais pilote, loin de là, il a terminé 5e au classement l'an dernier. Il faut quand même que de temps en temps, les résultats soient affichés au tableau. Je ne trouve pas facile, par exemple, le coéquipier d'Andretti chez Newman Haas, qui est son écurie, entre guillemets. Effectivement, Andretti, qui lui a aussi vécu un divorce en passé avec son épouse. Oui. Alors ça aussi, ça l'a affecté. Andretti a connu une bonne deuxième moitié de saison, cependant. Et Carl Haas, très superstitieux. Moi, je me souviens d'avoir vu aller toucher les suspensions de sa voiture sur la grille de départ, appuyer ses mains là, comme, je sais pas moi, le pape qui appose ses mains. Alors, c'est très superstitieux. Il fallait absolument qu'il touche une suspension de sa voiture sur la grille pour porter chance à ses voitures. Il a toujours son cigare éteint, c'est ce que j'allais dire, dans la ligne des puits. Ceux qui ont peur un peu ou qui connaissent pas beaucoup Carl Haas, il faut dire qu'il a le cigare à la bouche, mais il n'est pas allumé, évidemment. Alors, ça ne change pas. Patrick Carpentier est toujours 10e avec 2 tours de retard. Épreuve menée par Michael Andretti. On peut le comprendre d'être nerveux, mais on peut le comprendre d'être victime, en fait, on pourrait dire peut-être une bonne nervosité présentement, parce que c'est tout un pari qui a été fait par Carl Haas, que de changer d'allégeance, finalement, lui qui a été, comme tu l'as dit, associé avec Lola pendant si longtemps. Mais il y en a qui disent, Bertrand, que si le Lola est raté en Indy cette année, c'est peut-être aussi qu'on a dû mettre beaucoup d'efforts sur le programme de Formule 1. Le programme de Formule 1, je regrette, risque aussi d'être drôlement laborieux parce que la voiture n'a été présentée que la semaine dernière avec à peu près pas d'essais, si ce n'est que quelques tours à Silverstone, et ça risque d'être passablement difficile pour Lola en Formule 1 également. Le problème aussi de Lola, il est facile d'expliquer, c'est que c'est Penske qui est allé chercher le concepteur des Lola l'an passé. Alors, on a perdu le meilleur homme chez Lola, qui est rendu chez Penske. La Penske qui a l'air beaucoup mieux cette année en voyant Tracy rouler sur cet ovale de Homestead. On est allé chercher le meilleur ingénieur chez Lola. Alors, il a fallu repartir à zéro d'une feuille blanche. Évidemment, c'est difficile. Alors, cette situation, je pense, s'explique par ce fait-là. On a carrément perdu le concepteur des voitures et bon, on fait ce qu'on peut. Mais ça me rappelle un peu, souvenez-vous, Pierre, il y a March, à un moment donné, qui dominait le marché de l'IndyCar. Oui. Connu 1 ou 2 mauvaises saisons, sont complètement disparus de l'IndyCar. La compagnie a fermé ses portes carrément. Ça prend pas grand-chose en IndyCar, surtout que Swift, l'an dernier, dit qu'ils seront prêts à vendre des châssis et avoir la performance de la monoplace Swift cette année. Peut-être que Lola va carrément disparaître aussi. Il y aura des Reynard et des Swift. Il est très possible que ce soit le cas. Évidemment, il faudra attendre aussi... Ça, c'est Tasman qui va décider. Oui. La seule écurie de pointe qui a encore des Lola, c'est Tasman. Tasman, c'est 3 victoires en 96.
ne peuvent pas se permettre de faire de figuration comme aujourd'hui. Ils sont qualifiés 20e Ribeiro, absolument pas sa place. Il est 13e Ribeiro aux dernières nouvelles. 13e, alors c'est pas très probant. Il faudra voir ce que Tasman va faire. Est-ce qu'ils vont poursuivre avec ces dos-là ou s'ils vont abandonner et faire comme tout le monde, finalement, acheter des relances. On aperçoit Greg Moore qui est là. Moore qui... Oh, la voiture tanguait, là. Oh. Moore a eu un podium l'an dernier. Il a terminé 2 fois 4e. Alors, il est au 4e rang présentement. C'est l'une, donc, de ses bonnes prestations jusqu'à maintenant. Dans cette très jeune carrière, il a 4 secondes et demie de retard sur le meneur, mais il est immédiatement derrière Jimmy Vasser et pourrait donc revendiquer un podium aujourd'hui. Excellente entrée en matière pour Greg Moore et on n'a pas chômé chez Forsythe. On s'est retourné extrêmement rapidement après, comme l'a dit Bertrand, les résultats catastrophiques du châssis Lola au camp d'entraînement de la série kart. Oui, il avait été 22e. Alors, il disait que la voiture passait du sous-virage au sur-virage en plein milieu d'une courbe, pas très agréable, plus des ennuis de transmission, etc. On entend ça tout le temps au sujet de Lola. Pas fiable, beaucoup de bris et des ennuis aussi techniques de base. Alors voilà la lutte intéressante à suivre pour l'instant. Alessandro Zanardi, lui, a glissé au 6e rang. Un tour de retard, il est derrière Scott Pruitt. Alors, pas beaucoup de changements dans les positions pour l'instant. Il serait intéressant cependant de voir quelle sera la stratégie de Greg Moore. C'est absolument formidable de commencer la saison avec un podium. Oh, c'est Boisel, celui-là? Ouais. Alors, Raoul Boisel, donc, roule très lentement. Je cherche à voir s'il y a quelque chose qui se dégage de l'arrière de la voiture. Il semble que non. Et Boisel oui, on voit de la fumée, là. Et, est-ce qu'il va réussir à regagner la ligne des pluies, espérons, pour éviter... 3 tours à faire. Oui. Oh! Tu mets un début incroyable pour le châssis Swift. C'est pour ça que je surveillais. Je me disais, j'espère que Boisel va réussir à se dégager pour pas entraîner le jaune et qu'on termine la course sous le jaune. Bon, alors là, c'est la lutte, c'est la guerre. C'est le chasseur qui voit sa proie devant lui. Et c'est la différence entre monter sur le podium ou non pour Greg Moore. Toujours une 10e position pour Patrick Carpentier. Là, il faudra composer avec Adrian Fernandez comme retardataire. Vasser réussit à passer. 2 tours à faire, donc. Eh bien, quelle page d'histoire qui s'écrirait. Je ne sais pas si c'est révélateur de ce qui nous attend pour le reste de la saison, mais absolument extraordinaire. Le drapeau blanc, dernier tour. Didier, rapidement sur Greg Moore. Tony Brunetti vient de lui dire « Just bring the baby home, just bring the baby home. You did a great job. » Alors, on va se contenter de la 4e. Pourquoi pas? La 4e place, tout juste derrière Vasser, c'est pas déshonorant. C'est une excellente entrée en matière pour lui. Et si Patrick Carpentier garde la 10e place, d'être dans les 10 premiers dès le départ, avec tout ce qui peut être important à franchir pour un nouveau pilote, ce serait ça aussi remarquable. Alors voilà, Andretti qui s'amène. Et une page d'histoire qui s'écrit donc à la première course chez Newman Haas avec le châssis Swift. Une victoire qui était convaincante à part ça. On ne peut pas parler d'une victoire de circonstance. Andretti a été dans le coup dès le départ et il a vraiment donné un témoignage de qualité extraordinaire à ce nouvel arrivé en série kart, le châssis Swift. Michael Andretti, donc, remporte la victoire, comme l'a dit Bertrand. Il en avait réussi 5 l'an dernier. Et donc, le début de saison 97 est tout à fait probant. Paul Tracy termine 2e, Jimmy Vasser 3e, Greg Moore, excellente 4e place. Patrick Carpentier terminera 10e. À tout de suite.
Racing Drive. Un monde sans arrière-goût. Grâce à RDS, courez la chance de gagner un voyage de ski pour 2 à Steamboat Springs au Colorado. Plus de 3000 acres de domaines skiables en plein cœur des Rocheuses. Voyagez avec Delta sans escale entre Montréal et Cincinnati et profitez des correspondances vers Denver, Las Vegas, la Floride ou la Californie. Vous séjournerez au Best Western Ptarmigan Inn, membre de Best Western International. Situé au pied de la montagne, le Ptarmigan vous accueille dans une ambiance chaleureuse. Pour participer, écoutez les conditions de ski présentées tous les jours lors des bulletins Sport 39. Bon, alors voilà ce que ça donne. Il faudra ajouter un point boni à Michael Andretti pour avoir été celui qui a mené la course pendant le plus grand nombre de tours. Alors, 21 points, Paul Tracy 16, Jimmy Vasser 14, Greg Moore avec une belle 4e position en a 12, Pruitt 10, Zanardi en a 9. Vous apercevez Greg Moore, il est en compagnie de Didier. Yes, and everybody was cheering for you, Greg. It seems that you're very hard on yourself, and it seems that it's the same thing for the team. You're not satisfied with that 4th place. Well, I mean, 4th, considering where we were 2 weeks ago in spring training, or a month ago in spring training, it's pretty good, but everyone here on the players team wanted to win the race badly, and I think that if the situation had been where it was the same as last year where we ran the 1 mile oval wings, I think we probably would have had a real good shot at winning this, but I really didn't see much passing out there at all. It was pretty much a parade, and I just think the way that we ran the car here with the Speedway wings probably wasn't the best fix, but I'm sure they'll fix it for next year. You were trying very hard because with 5 or 6 laps to go, you went very loose. Yeah, I had a couple of loose moments out there, and I had a couple of big push moments when I was right behind Jimmy, but, you know, that's the way racing is, and, you know, it's 3 spots better than we started last year, and, you know, so everyone on the players team is, you know, I'm still happy with it, but I would have liked to win the race. What can we expect from a new car at a road course? Another top 3 finish. Good luck. Thank you. Bon, alors ce qu'il a raconté en substance, c'est qu'il n'est pas très heureux. On sait qu'il est extrêmement exigeant envers lui-même. Vaut mieux être comme ça, je pense, que de constamment se contenter de ce qu'on a. Hein? Il a dit 4e, c'est bon, mais on pensait et on voulait gagner l'épreuve d'aujourd'hui. Il a dit si on avait été en configuration d'un 1000, d'ovale d'un 1000, ça aurait pu être différent. Mais dans les circonstances, 4e, c'est pas mauvais. Le nouveau châssis Reynard s'amène sur un circuit urbain à Surfers Paradise. Il a dit là, on sera dans les 3 premiers. C'est bon quand même. Oui, il y a un mois au camp d'entraînement d'essai à Homestead, il était 22e avec une Ola. Ouais. Aujourd'hui, il est 4e avec une Reynard. Alors, beaucoup de travail. Il a fallu ressortir la voiture. Des boulamites, probablement, d'un centre commercial en exposition aussi. Alors, du beau travail de l'équipe Forsythe. On a beau avoir un mois entre les 2 premières épreuves de la saison, Bertrand, ce sera peut-être pas trop pour prendre le temps de réécrire tout ce qui s'est passé aujourd'hui, à commencer par cette entrée en matière absolument spectaculaire. Inattendu, je trouve ça peut-être un petit peu dangereux de le dire comme ça, parce qu'on avait vu la progression quand même de Swift, mais quand même, un nouveau châssis gagné de façon vraiment évidente et très nette dès la première épreuve. On voit pas ça tous les jours en sport automobile. On est parti d'une feuille blanche en 8 mois. Il ne faut pas oublier que Lola, Reynard, Chepansky, on part de la voiture de l'an passé, on améliore, etc. Mais on est parti d'une feuille blanche à 0. En 8 mois, on a fait une voiture gagnante. C'est exceptionnel. Non, absolument exceptionnel. Bonne entrée en matière également pour, je pense à une équipe comme celle de Pat Patrick, hein, enfin que l'on appelle maintenant Brahma, là, au nom du commanditaire. Très bonne entrée en matière de Patrick Carpentier, mais on va en reparler parce que là, on a les commentaires du grand héros du jour, Michael Andretti. Live at Homestead, Michael Andretti is in victory lane. Jack Aruta's with him. Well, Michael Andretti, it seems if you build a new chassis, you want to get you to drive it. Another first-time victory with a chassis. The Renards are now getting the congratulations of his teammate, Christian Fittipaldi. Car was perfect, you know, it's just great. Yeah, I'd love the new chassis every race, be great, but I just had a lot of confidence in it. You know, this morning we made some changes last night and the car was perfect this morning. I think we have a good shot at it, and as soon as the green flag dropped, we went forward and didn't miss a beat. The whole Kmart Havoc guys, they did a great job in the pit. There's another guy that wants to stick his head in here. He said he had the need for speed at the top of the show. Paul Newman, he is a co-owner of the car, but listening to the radio transmissions, you had oiling problems in your primary car, and then Lee White said at the end of the race, looks like you finally figured the clutch out. What was that all about? Are you having some problems with the clutch? We've been with this car ever since I got in it. All practice long, I'd be stalling it when I went out of the pits, and we got it right there in the end. So. Your father, so critical through so many years, was there on the headset, really working hard, more so than we've ever seen before, down on pit road. He wasn't sitting up in the perch. He was back and forth with Lee White and the rest of the crew.
Well, he's a great help. You know, there's so many years of experience there, and it always just helps so much to have him there. When you get a victory like this with a brand new chassis, how does that make you feel for the rest of the season? Again, the other car owner, Carl Haas here, congratulating. Now, Carl is the importer of the Swift chassis, but you're the only one that's going to be driving them this year, you and your teammate. But now, with the first race under your belt, knowing you've got this chassis where it needs to be, what kind of confidence does that give you for the rest of the season? I have a ton of confidence, and the Ford Cosworth ran great, and the Goodyear tires, so I think we have the whole combination. So we're very excited about this year, you know, and my hat's off to Carl for taking the chance in the car, and I can't wait till the next race. Well, Gary, one of the questions at the top of the show is who has the best package. Right now, it looks as if... Bertrand nous fait signe justement qu'on est là. Alors, bon, Michael Andretti a dit plusieurs choses. Je retiens deux éléments qui ne sont pas très spectaculaires dans l'entrevue, mais il a dit, écoutez, la voiture était parfaite et j'étais on ne peut plus confiant. Alors, le résultat va dans la note. Petit problème d'embrayage qui s'est finalement réglé. Il a dit que son père, évidemment, Mario, lui parlait beaucoup là, sur les ondes. Rapidement, parce qu'on dit que Patrick Carpentier est là, Bertrand. Oui, il faut se rappeler qu'en 1994, Reynard a fait ses débuts en IndyCar. Il a remporté la première victoire de la saison avec qui? Michael Andretti. Avec Michael Andretti, c'est l'homme des premières. Ben voilà, parlant de premières, il y en a un qui vient de compléter la sienne aujourd'hui, Patrick Carpentier avec Didier. C'est le premier sourire que je vois de Patrick depuis qu'il est descendu de sa voiture. Satisfait, écoute, c'était la première et elle n'a pas été facile. Non, elle n'a pas été facile. On voulait terminer dans les 10 premiers. C'est ce qui a été fait, mais j'ai fait une erreur dans les puits. On a étouffé la voiture, puis on a perdu un tour. Si on avait resté sur le tour des meneurs, je pense qu'on aurait pu terminer en 5e position parce qu'on suivait Greg Moore. Mais l'équipe a fait un travail excellent, à part la petite erreur que j'ai faite. On n'a pas eu le temps de les pratiquer beaucoup. Fait que ça, je t'énervais un petit peu pour les arrêts au puits. Je ne savais pas comment ça allait être dans l'épreuve. Mais pour les prochains coups, on va donner plus de gaz. Oui, par après, j'ai vu que vous aviez pris la bonne manière pour faire patiner les pneus. Oui, c'est ça. Je me demandais si ça allait arrêter à un moment donné. Ça spinait. Un coup, c'est parti, il n'y a aucun problème. Mais c'est de partir les pneus. Les pneus sont assez gros. De les partir, c'est un petit peu différent de l'Atlantique. Il faut donner beaucoup de gaz. Puis quand on arrête dans les puits, souvent, le moteur se bouge. Je ne sais pas comment expliquer ça différemment. Puis il y a beaucoup de pétrole dans les cylindres. Quand il donne du gaz, il ne révolutionne pas nécessairement bien. Puis si on lâche l'embrayage, bien, il étouffe, mais on va apprendre pour les prochains coups. Et ça, on appelle ça l'expérience. Ça, c'est l'expérience des arrêts au puits. C'est réglé, on n'en parlera plus du reste de la saison. L'expérience sur la piste, dans la circulation, comment ça a été, Patrick? Ah, ça a bien été. J'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Le deuxième set de pneus qu'on a eu, la première arrêt au puits, quand j'ai reparti, la voiture était excellente. J'ai pu faire quelques dépassements. Je suivais le tempo sans vraiment de problème. On voulait attendre vers la fin, les derniers tours, pour essayer de donner un coup. Puis passer 1 ou 2 voitures, mais c'est extrêmement difficile de dépasser ici à cause des ailerons qu'on avait. Les ailerons sont petits. Puis quand on approche une voiture derrière, le devant poussait beaucoup. Fait que c'était difficile de se dépasser. Mais je suis content quand même. Notre objectif, c'était de terminer dans les 10 premiers. On l'a fait. Fait que c'est fait pour la première course. On a senti une certaine nervosité et on comprend pourquoi c'était la première course en carte PPG pour Patrick Carpentier. Est-ce que cette nervosité s'est vite dissipée après le départ? Ah oui, après, quand on a pris le départ, même lors du tour de chauffe, ça s'est bien passé. Puis après ça, ce que je faisais dans la voiture, c'est que les médecins m'avaient dit que je forçais beaucoup trop dans la voiture puis ça me demandait trop d'énergie. Quand j'arrivais dans le bout droit, bien, je reposais une main. Après ça, je reposais l'autre main pour essayer de faire toutes les preuves. Mais finalement, je suis pas... tellement fatigué. On s'est entraîné beaucoup depuis 2 mois, puis ça a payé. Merci, Patrick, et bonne chance pour la prochaine sur circuit routier. Merci beaucoup. Bonjour, Québec. Merci. Salut, Patrick. C'est normal qu'il soit bon pour faire patiner les pneus. C'était son premier sport de prédilection, le patinage de vitesse. Belle entrée en matière pour lui. Bon, caler le moteur dans la ligne des puits. Tous les grands pilotes ont fait ça à leur début. C'est une technique qu'il faut apprendre. Tracy, Villeneuve et ainsi de suite n'y ont pas échappé, Bertrand. Un commentaire rapide sur ce qu'il a fait. Et puis en forme compensée, ça m'appelle Villeneuve. On disait trop petit, trop mince, ne pourra pas tenir le coup en IndyCar, c'est des grosses voitures. On disait presque la même chose au sujet du début de la fin de semaine. Il a l'air assez en forme pour un gars qui vient de faire sa première épreuve IndyCar. Il s'est acheté un gymnase, des poids, bicyclettes stationnaires. On va le voir en fin de saison. Bon, alors c'est la mode. Michael Andretti, vous l'avez vu, on ne reconnaît pas son visage. Hein. Il a décidé un peu. On s'en est tellement moqué en Europe quand il était allé en Formule 1. Voilà le classement. Points bonus ont été ajoutés, évidemment. C'est pourquoi Michael en a 21. Tracy, Vassar, Moore, Pruitt, Zanardi sont là. Et vous allez constater que Patrick Carpentier, c'est pas banal, marque ses premiers points officiels en carrière en série kart. Il en marque 4.
Herta, Hearn et Ribeiro en marquent également. On en donne pour les 12 premières positions. Il faudra ajouter bien sûr le point bonus qui a été fait à Alessandro Zanardi pour la pole position. Prochain rendez-vous, c'est dans un mois. Il faudra être patient, mais nous serons à cette épreuve de Surfers Paradise en Australie. Notez bien l'heure, nous serons en ondes le samedi soir 5 avril, 23h, en direct de Surfers Paradise en Australie. Et là, on s'en va sur circuit urbain, donc une réalité tout à fait différente. La Formule Indy Molson X à RDS est une présentation de Molson X, jeune depuis 1903. Ici Pierre Food, au nom de Bertrand Houle, Didier Scranen et toute l'équipe, au revoir et à la prochaine.